In phase. In phase. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'En Phase. Je suis aujourd'hui en compagnie de Romane Santarelli. Hello Romane. Salut. Ça va? Comment vas-tu en ce moment? Ça va, je suis un petit peu malade, ça va s'entendre un petit peu, mais ça va très bien, en pleine forme. Génial. Est-ce que tu peux nous présenter ton projet pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas? Comment tu le décrirais toi avec tes mots? Et ben, du coup, je suis compositrice et productrice en musique électronique depuis 4 ans. Et mon projet, donc, c'est mon nom, Romane Santarelli, et c'est à la croisée entre techno, electronica, un peu des influences wave, avec parfois une énergie un peu rock, parce qu'à la base, je viens plutôt de ce milieu-là. Ok. Et du coup, voilà, c'est instrumental. Je mets de plus en plus ma voix, mais c'est assez hybride. Ouais, j'arrive pas trop à classer ce que je fais, quoi. C'est un peu en train de prendre une direction de plus en plus club aussi. Ok. Voilà. Oui, parce qu'il y a parfois, quand même, on sent une influence alors rock, presque pop, même dans la Et pop, structure. ouais, à fond. Ouais. C'est un truc que tu kiffes, ou en tout cas d'essayer de structurer peut-être ou d'utiliser une structure pop. Et il y a aussi le chant qui joue là-dessus, j'imagine. Mais c'est vrai que ouais, j'essaye de casser un peu ce truc-là en ce moment, de composer un peu de manière plus climax, plus évolutive et tout ça, mais je reviens toujours à un truc assez intro, couplet, refrain presque. Hein. Ouais. Parce que j'ai beaucoup écouté de trucs comme ça et parce que ouais, à la base, je suis arrivée à la musique par la guitare en fait et le chant. Ok. Et je pense que ça m'a vachement formaté ensuite dans ma manière de composer et je prends plus de plaisir à structurer comme ça me permet d'y voir plus clair. Et ça conserve aussi quand même du coup une dynamique, même si j'essaye de casser un peu ce truc-là en ce moment pour essayer d'autres choses. Tu penses plus au dance floor et Ouais, et à c'est ça, l'ambiance ouais, que tu vas avoir en live? Ouais, plus au club, plus manière de créer de la trance aussi, comme ça, avec des choses plus évolutives, ouais. Tu penses c'est très orienté live, non, le projet Romane Santarelli? Ouais, moi je fais que du live. Ouais. J'essaye un peu de mettre au DJing, c'est plus en soirée avec des potes et tout ça Ok. quand je le fais. Mais pendant longtemps, j'ai pas trop compris cette casquette-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de producteurs et productrices qui arrivent au live par le DJing. Et moi, c'était pas du tout mon cas. Du coup, c'était un métier que je comprenais pas du tout, une manière de faire que je comprenais pas. Et à partir du moment où j'ai fait mes premières sorties en club en tant qu'auditrice, quoi, là, j'ai pris une grosse claque, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, il y a des DJ de malades, mais vraiment. Et du coup, ça m'intéresse vachement et je trouve ça hyper différent du live, en fait. Et du coup, j'essaie un peu de développer cette casquette-là. Et je pense que c'est un des objectifs 2024 de commencer de faire des DJ sets. Pour l'instant, j'en ai fait pour des DJ sets en mode pour les plateformes, pour Apple, pour Tsugi Radio et tout ça. Mais jamais en performance. Ok, oui, c'était des trucs gens, préparés que tu leur envoyais. Du coup, c'était préparé. Et pareil, là, c'est encore une autre démarche, je trouve. Quand tu peux le refaire 5-6 fois à la maison, que tu treks, et c'était ce qui s'était passé d'ailleurs, je l'avais requé plusieurs fois, jusqu'à être parfaite, et jusqu'à ce que le mix soit parfait. Et est-ce que c'est une pression qui est encore différente de dire ok, le set après le mix il sera en ligne tout le temps et tu pourras te rendre compte des erreurs, alors que quand tu es dans l'énergie de l'instant T et tout ça, les gens se rendent pas forcément compte et ils excusent les erreurs, alors que quand le truc est après en ligne et tout, là t'as pas trop le droit à l'erreur, quoi. Oui, si tu laisses un pet dedans, on pourrait se dire elle a laissé traîner le truc là. Mais c'est vrai que c'est très différent quand on vient de la production, de passer au DJ set, et comme tu dis, encore plus quand c'est préparé à la maison, parce qu'on aborde vraiment le truc comme avec un regard de producteur ou de productrice. Et souvent, ça donne des énergies assez différentes, des transitions qui sont différentes, qu'un pur DJ aurait pu faire, je veux dire. Mais ce que je voulais dire, c'est que toi, ton délire, c'est de jouer live, non? Carrément, c'est vraiment ton envie. On a dévié un petit peu. Quand tu composes, je veux dire, le projet Romane Santarelli prend toute son ampleur sur scène quand on te voit jouer, quand on a le son live. J'ai cette impression, moi, mais est-ce que toi, tu le ressentais comme ça? Ouais, le live, moi, c'est une manière de jouer mes morceaux, en fait. Et, mais c'est vrai qu'il y a toujours... Quand je crée et ensuite quand je m'entraîne à jouer ces morceaux en live, en fait, pareil, là, c'est encore 2 phases différentes. Où en fait, ma manière de composer, elle est pas forcément
similaire à celle la manière que j'utilise pour jouer en live. Je sais pas si c'est clair, mais j'ai une manière, quand je compose, tu vois, je vais allumer mes synthés, je vais faire presque une jam pendant des heures et des heures. Et après, je vais faire beaucoup d'édits, en fait, pour ensuite créer le morceau. Et du coup, il y a plein de moments même où je me retrouve à me dire, ok, celui-là, ce morceau-là, je veux le jouer pour le prochain concert et tout ça. Et là, je vais encore passer des heures à apprendre à jouer mon propre morceau. Ouais. Parce que la manière de le faire est hyper différente de la manière de le jouer. Et ça, je trouve que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, en fait, de passer de la phase de studio à la phase live. C'est-à-dire que quand tu improvises, tu cherches des choses et à partir du moment où tu as fixé quelque chose, il devient un peu une partition que tu dois être capable de refaire. Ouais, et en plus, j'ai du mal à... Même si c'est une partition dans ta tête. Mais complètement, ouais. Et j'ai du mal, justement, une fois que la partition elle est figée, que j'ai ma version studio et tout ça, et qu'elle me plaît, j'ai du mal à mettre un coup de pied dans la fourmilière et d'accepter le fait qu'en live, elle sera différente. Et j'ai tendance à vouloir qu'elle soit exactement pareille. Et parfois, ça, c'est contraignant, je trouve. Donc il y a quand même une phase à laquelle tu accordes beaucoup d'importance, à finaliser tes productions, au fait qu'elles soient parfaites. Ça, c'est important pour toi. Et à quoi tu penses en fait quand tu finalises un morceau? Tu te mets déjà, je mets hyper longtemps parce que trop perfectionniste. Et justement, maintenant, j'essaye un peu de me dire non, mais en fait... faut savoir dire stop, quoi, parce que sinon le morceau, tu peux toujours améliorer ton morceau, tu peux toujours améliorer le mix. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce que je me dis quand je le termine ? Qu'est-ce que je me dis quand je le termine ? Déjà, moi, je fais mes propres mixages aussi. Ça, c'est un truc que j'aimerais déléguer maintenant pour avoir aussi des oreilles neuves et apporter une couleur différente que le mix que j'aurais fait en même temps. Et je me dis que ça va être galère à le jouer, comme à chaque fois. Enfin, vraiment, à chaque fois, je mets des heures à me dire, ok, par quel bout prendre ça ? Moi, j'aime bien me faire des petits... Je l'ai refait là, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, parce que je rentre en phase de création, mais j'aime bien me faire un petit tableau de tel morceau, tel BPM, telle tonalité, de voir lesquels pourraient matcher ensemble. Ça, je recommence un petit peu à le faire, parce que je m'étais un peu... j'étais un peu sortie de ce truc-là. Et en fait, je pense que plus t'es rigoureux, plus tu classes un peu le truc, plus tu gagnes du temps quand même après pour monter ton live et tout ça. Tu verras tout de suite les choses qui fonctionnent bien entre elles. Ça te fait gagner du temps d'erreur. Ouais, mais parfois, c'est quand même cool aussi les surprises accidentelles. Moi, en fait, je fonctionne. Non, parce que du coup, c'est accidentel, mais en fait, je crois que ça occupe une place hyper importante dans ma création. Ça s'appelle d'ailleurs la sérendipité. C'est le fait d'arriver à un résultat complètement accidentel et de l'accepter, de l'intégrer et de se familiariser avec ce truc-là. Et je crois que ça m'est arrivé dans presque tous mes morceaux, quoi. En fait, un truc accidentel, soit parce que tu as mis une piste, que tu l'as décalée un tout petit peu, et du coup, ça te crée un certain groove, soit parce que tu as fait une fausse note, et du coup, en fait, tu trouves une harmonie qui va être différente. Ça, j'adore, en fait, les trucs accidentels. Et ça, les logiciels de prod, la MAO, ça le permet beaucoup plus qu'une partition, par exemple. T'as des outils pour réussir à provoquer des surprises ou des accidents heureux comme ça, ou des techniques? Sur live, il y en a. Tous les trucs de random, d'aléatoire et tout ça. Et alors, pourtant, je les utilise pas tant. Mais parfois, quand tu as besoin d'une petite injection de surprise, tu peux avoir recours à en tout cas, ces trucs-là existent. Et live le permet assez bien d'ailleurs. Enfin, tous les trucs de follow action, de random et tout, ça j'aime bien. Notamment pour tout ce qui va être drums, tout ce qui va être batterie et tout, ça j'aime bien. Mais non, c'est plus quand je parle de sérendipité, c'est plus soit des trucs qui vont arriver de manière complètement aléatoire ou alors si, parfois je vais me le provoquer. Et ça me fait penser, je me suis jamais procuré ce jeu, mais Brian Eno, il avait monté, je sais pas si tu vois les... Je l'ai. Tu l'as ? Oblique Strategies. Exactement. les stratégies de pensée alternative, hein, c'est ça, je crois. Ouais. Ça s'appelle Stratégie Oblique. C'est ça. Oblique voilà. Strategies en anglais. Et c'est une série de cartes, effectivement, pour te... tu es censé piocher une carte au hasard quand tu sais plus trop comment avancer. Et ça te donne une petite input pour te débloquer. Ouais, mais ça, faut que je me le procure. Et il y en a une que j'aime, qui m'avait un peu marquée, parce qu'il y en a quelques-unes sur Internet et tout ça, quand je m'y intéressais à l'époque. Et il y en a une que j'aime bien et que j'intègre souvent, c'est genre, la carte c'était as-tu pensé de transformer cet élément rythmique en élément mélodique ou inversement ?
Et ça, du coup, c'est un truc que je fais assez souvent pour ouvrir en fait d'autres chemins, de trucs que tu n'aurais pas pensé. Et parfois, ça débloque à fond le problème. Et ça me fait penser à un autre truc. Là, en ce moment, j'aimerais plus me tourner vers des collabs ou de la coécriture, parce que je me rends compte que en fait, deux cerveaux valent mieux qu'un, tu vois, ou 3 ou 4 ou bien plus, tu vois. Et en fait, ça va dans le même sens. Ça t'ouvre une autre vision et après, ça fait effet boule de neige parce que chacun se débloque des trucs, en fait. Ouais, exactement. Ça m'intéresse vachement en ce moment. 1 + 1 = 3, parce que tu as la somme des parties qui crée la magie du truc, quoi. C'est clair. Alors que pendant longtemps, j'étais un peu en mode non, je veux faire le truc toute seule. C'était peut-être un truc aussi pour me prouver à moi-même que j'étais capable de faire moi 100% le truc, et la compo, et le mix, et un peu le mastering et tout ça. Et maintenant, je me sens un peu plus légitime. J'ai toujours un peu le syndrome de l'imposteur, mais on va dire que j'ai gagné un peu en légitimité. Et j'accepte beaucoup plus le fait de me dire maintenant, non mais si, c'est même beaucoup plus fun en fait de créer à plusieurs. C'est kiffant, hein. Plutôt que d'être toute seule avec tes boutons c'est clair, toute la journée. C'est clair. Tu en as déjà fait là, des collabs, je sais plus si j'en ai repéré dans ta discographie, je me rappelle plus. Pour l'instant, c'est surtout quand j'ai collaboré avec d'autres, c'était plus dans le cadre de remix, quoi. Ouais. Dans les deux sens, que moi j'ai remixé des morceaux ou qu'on a remixé les miens. J'ai vu. Mais en collab, non. Enfin si, au tout début, en fait, avant Roman Santarelli, mon blaze c'était K-White, c'était imprononçable. Comment t'écris ça ? K-A et Wright comme écrire en anglais. Ok. K-A-W-R-I-T-E-S. Et en fait, c'est sous ce nom-là que j'ai fait mes premiers concerts. À l'époque, j'arrivais à Clermont. Et du coup, je sortais un peu de ma chambre les premières maquettes et tout que j'envoyais sur SoundCloud et tout ça. Okay. Et du coup, j'ai eu l'occasion de faire mes premiers concerts là-bas, d'être soutenue par la Copé et tout. Et assez vite, en fait, la scène me terrorisait. Et j'avais fait la rencontre de Marion Loutelier, qui était violoniste. Et du coup, ça a été un coup de foudre humain et musical. Et du coup, on montait sur scène à deux. Et ça s'était un peu transformé du coup en duo électro-violon, quoi. Ok. Un peu dans ce délire-là. Et ça a duré encore 1 an et demi. Ensuite, nos chemins se sont séparés. Et du coup, j'en ai profité pour changer de nom, parce que K-White, c'était imprononçable. Et puis, nouvelle page et tout ça. Et je me suis dit, bon, allez, je suis peut-être capable de monter sur scène toute seule et tout ça. Et de toute façon, j'ai toujours écrit toute seule. Donc, je me suis dit, allez, maintenant, il faut défendre soi-même le truc. Et ensuite, il y a eu le Covid, d'ailleurs. Donc, c'était un peu cette époque-là. Couper l'herbe sous le pied. Exactement. Ouais, il y avait eu 2-3 concerts en tant que Roman Santarelli. Il y avait eu Bar en Trance. J'avais eu ma sélection aux Inouïs à ce moment-là. Ok. Et donc, il y avait déjà beaucoup de boulot, là, à ce stade. Ouais, en tout cas, ouais, les voyants étaient verts et tout. Ouais. C'était cool. Et là, paf, confiné, quoi. Donc, et en même temps, pour la création, ça a été assez bénéfique parce que ouais, j'ai été hyper prolifique. En tout cas, les premières semaines étaient hyper inspirantes. J'ai fait que de créer. J'ai vraiment mes meilleurs moments d'euphorie toute seule en studio. Tu t'es dit chouette, on a 2 semaines, voire 2 mois tranquille. Ouais, je sais pas si je me suis dit ça. Je pense que je sortais d'une période où en fait, 3-4 mois, peut-être un peu plus, 6 mois auparavant. En fait, je faisais mes premières sorties en club électronique et tout ça. Je suis arrivée assez tard en fait dans ce monde-là et du coup en fait j'étais dans une période de vie qui était hyper inspirante et du coup je me suis dit effectivement là j'ai le temps de créer, on est tous à au même rythme, donc il y avait un truc qui était assez réconfortant. Moi j'étais confinée chez mes parents aussi à cette époque-là, donc c'était inspirant quoi d'être en famille et tout ça, et j'ai fait tout l'EP 0 et l'EP 22 à ce moment-là. Ok. Juste pour revenir un tout petit peu en arrière, tu as décidé de faire de la musique ta carrière, quoi. C'était déjà ton idée avec K-Wright ? À l'époque, ouais. Est-ce que c'était encore un petit peu exploration Non, moi je pense que j'en rêvais, et à la fois comment dire, c'était une grosse montagne à gravir quand même, quoi. Enfin, de vivre de son art et tout. En plus, c'était l'époque où j'allais à la fac, donc forcément c'est l'époque où tes parents te disent que moi il n'y a pas du tout de musicien dans ma famille et tout ça.
Et même s'ils sont très ouverts d'esprit et qu'ils sont hyper fiers maintenant, à l'époque, ils me disaient ouais, quand même, va à la fac, faut quand même assurer ses arrières. Et un petit diplôme quand même. C'est ça. Et ça a été pendant 4 ans, j'ai été quand même en fac de com et tout. Bon, ils me voyaient pas souvent. Mais ouais, si, à ce moment-là, moi, je mettais toute mon énergie là-dedans. J'avais aussi un autre duo qui était électropop en anglais. C'est pas moi qui chantais, c'était mon acolyte Louis de l'époque, qui s'appelait Ultraviolet. Et du coup, je faisais ça à fond, quoi. Enfin, des fois, j'y repense, je me dis, ouais, mais je faisais vraiment des semaines à 70 heures, quoi. Mais... T'avais 2 projets musique en même temps, ouais, c'est ça. où vous essayiez K-White de et jouer. Ultraviolet, ouais. Où vous créiez vos compos dessus, en ouais, essayant d'aller les jouer aussi, de trouver des dates. Et tout. on faisait, y avait des concerts des deux côtés, ouais. Et donc, c'était plutôt dans la région, donc Puy-de-Dôme. On jouait pas mal, on était vachement soutenus par les lieux et tout, c'était cool. Et à partir de là, ouais, je me suis dit, puis je commençais à découvrir un monde que je connaissais pas, quoi, les artistes, les intermittents et tout ça, de me rendre compte qu'en France, on a la chance de pouvoir... Enfin, il y a un statut, quoi, qui est fait pour ça et tout ça. Donc, c'est j'ai clair commencé... que c'est unique, ça. Bah ouais, c'est clair. Et du coup, ouais, si, j'en rêvais à ce moment-là. Après, les toutes premières fois, quand j'étais au lycée, les premières prods que j'ai faites, ouais, non, faut vraiment dès le début, si j'en ai rêvé, de jouer devant des salles remplies, que les gens se déplacent pour venir écouter ma musique, ça c'était un peu là dès le début, quoi. Donc j'avais, les premières prods, j'étais en terminale, donc j'avais 18 ans, un truc comme ça. Ok. Et ça me fait penser, si on remonte encore plus tôt que ça, moi c'est mon père qui m'a mis une guitare entre les mains quand j'avais 10-11 ans. Il était pas il était trompettiste, il jouait de la trompette dans son temps libre, mais ça a été en fait le gros déclencheur où je pense que petite je rêvais d'être une rockstar, en fait. Je me disais mais un jour je monterais sur scène et tout avec ma guitare électrique, et j'étais petite, et je me souviens, je lui avais demandé, je dis mais on met combien d'années à apprendre la guitare avant d'être professionnel, avant d'être rockstar et d'être professionnel? Et mon père m'avait dit un truc genre je sais pas, on va dire 10 ans. Et je me suis dit ok, première étape, je vais en faire pendant 10 ans. Et c'est un peu ce que j'ai fait. Mes parents m'ont inscrite à des cours de guitare, dès que je suis rentrée en 6e. Et j'en ai fait pendant 9 ans, quoi, un truc comme ça. Et du coup, en fait, les premières prods, c'était pas du tout électronique, en fait, c'était vraiment guitare-voix. Je chantais en anglais un peu, je chantais pas très bien, mais je m'enregistrais comme ça. Et au fur et à mesure, je mettais de plus en plus de synthé, de moins en moins de voix, de moins en moins de guitare. Et du coup, après, c'est devenu un peu ce que c'est aujourd'hui, quoi. On avait aussi au collège, pareil, moi, je découvrais la guitare et tout ça, je touchais un peu la batterie, donc... J'écoutais à fond Arctic Monkeys à cette époque-là. Donc, mon obsession, c'était d'apprendre les morceaux d'Arctic Monkeys à la batterie, à la basse, à la guitare. Je voulais tout faire. C'est vraiment grosse fixette. T'essayais de les refaire toute seule? Ouais, j'essayais de les refaire. Et j'adorais, quoi. Et je me suis dit, mais il faut que j'apprenne aux copines et tout. Il faut qu'on monte un groupe de rock. Et donc, c'est ce qu'on avait fait. Il y en a eu 2-3. Donc, on jouait surtout le mercredi après-midi dans ma chambre, quoi. Mais ouais, il y a eu des groupes comme ça un peu. On faisait des reprises et tout. On reprenait du Gorillaz, du Licky Lee, du Arctic Monkeys, et c'était fun, quoi. Ok. Impressionnant déjà à cet âge-là d'avoir autant d'envie de tout faire et d'animer ses potes pour monter un groupe pour t'accompagner. Ah ouais, j'avais la niaque, j'avais trop la niaque. Et tu l'as toujours. Mais oui, c'est carrément. marrant, cette envie d'enfant et cette étoile dans les yeux ne t'a jamais quitté. Et donc après ça, tu t'étais où enfant? Moi, j'ai grandi Dompierre-sur-Bèbre, à côté de Moulins, à 1 heure de Vichy, dans l'Allier, dans le 03. Ok. Et donc tu changes de trou? Ouais, c'est ça. J'ai quitté la petite campagne pour aller plus à la ville campagne à Clermont. Yes. Et ça, c'est fou, des fois, j'y repense. On salue tous les Clermontois. On salue tous les Clermontois. Péjoratif dans ma bouche, pardon. Ah non, mais Clermont, moi, je reste assez oui. chauvine. Vraiment, Clermont, best ville de France. Mais Dompierre-sur-Bèbre un peu moins, d'ailleurs. Mais, Donc là, tu déménages à ce moment-là et tu découvres Ableton à peu près au même moment? En fait, non, justement, c'était un... quand je quittais la maison de mes parents, donc fin de lycée, donc j'étais encore à Dompierre. Et en fait, des fois, je me fais la réflexion, mais je me dis si j'avais... Maintenant, c'est moins le cas aujourd'hui parce que les outils se démocratisent et tout ça, mais
Mais à l'époque, en fait, moi, je savais que ça existait, les logiciels de prod et tout ça, et j'attendais que ça, de pouvoir m'installer ce truc-là pour m'enregistrer, mais dès le collège, en fait. Et en fait, à Dompierre, à 3000 habitants, il n'y avait pas de musiciens. Les seuls musiciens de mon âge, c'était mes potes, et on avait un groupe ensemble, et voilà. Et j'ai mis hyper longtemps, en fait, avant de me procurer Ableton Live. Et c'est arrivé quand j'avais 18 ans, parce que ma sœur sortait avec un mec de Londres qui était beatmaker de son temps libre. Il me l'avait craqué. Je savais même pas comment on faisait, moi, pour craquer des logiciels et tout ça. Et du coup, c'est arrivé hyper tard dans ma vie et j'avais trop cette frustration. Et du coup, quand c'est arrivé que j'avais 18 ans, là, j'ai essayé de rattraper ce temps perdu et d'écrire en masse parce que c'était cool de jouer en groupe et tout. On faisait des reprises et moi, j'étais un peu la force... comment dire, j'avais envie de composer et tout ça, mais les autres n'étaient pas autant dans mon énergie de motivation et tout ça. C'était plus pour s'amuser, mais moi j'avais vraiment envie d'écrire des trucs. Et du coup, ça tombait plutôt bien d'avoir un logiciel pour s'enregistrer. Et voilà, c'est comme ça qu'il y a eu le premier glissement. Ok. Et alors, c'est à peu près aussi à ce moment-là où tu découvres la culture club, entre guillemets, c'est nul ce mot, mais où tu découvres les soirées électro, des artistes aussi, où tu changes un peu de... Enfin, tu intègres à tes goûts musicaux des artistes électroniques. En fait, c'est d'abord arrivé en écoute maison, quoi. Donc pareil, toujours fin de lycée, où j'écoutais Paul Kalkbrenner à fond. J'avais découvert sur le film Berlin Calling. J'avais découvert comme ça. Pareil, le film Victoria, où Nils Fram avait fait toute la BO, qui est sublime. J'ai pas vu ça, dis donc. Il est génial. C'est un thriller psychologique où tu suis une femme berlinoise. Non, justement, elle n'est pas berlinoise. Elle arrive à Berlin, je crois, pour donc touriste, quoi. Et en fait, le film est tout tourné en plan séquence et ça se passe sur une nuit. Et c'est génial. Ça dure 2 heures, quasi tout en plan séquence. C'est excellent. Ok, ouf. Et du coup, je suis arrivée à la musique électronique un peu comme ça. Et surtout, ma grosse claque à ce moment-là, c'était Rhône, que j'avais découvert au Printemps de Bourges, 2016, quelque chose comme ça, 2015. Il y a presque 10 ans, quoi. En tant que spectatrice, du coup? En tant que spectatrice, ouais. Ah ouais, non, j'avais fait encore 0 concert à ce moment-là. J'ai vu seulement 5 morceaux qui dormaient dans mon ordi. C'était vraiment le tout début. Et donc, c'est quand je suis arrivée à Clermont qu'ensuite, comme tu dis, j'ai commencé de sortir en club. Et là, j'ai découvert encore un autre type de musique électronique parce que, tu vois, Nils Fram, Rhône, c'est sur un type d'électronique un peu plus mentale, un peu plus introspective. Moi, j'ai passé des heures à écouter ça, le casque sur les oreilles dans ma chambre et tout ça. Et du coup, quelques années plus tard, là, j'ai pris la deuxième claque de physique, en fait, quoi, du son, de l'électronique hyper forte. De la puissance, la puissance en physique live et en club, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis même ces lieux-là, quoi, où tu peux te libérer, quoi. Tu peux te libérer, tu peux... Moi, comment dire, la danse aussi, la trance. La danse, la trance, ouais, c'est des endroits où tu lâches tout, quoi, et tu te galvanises avec les autres, et ça a été une grosse claque à ce moment-là. Et c'est à partir de là que je me suis dit, ok, je vais peut-être m'orienter un peu plus kick sur tous les temps, un peu plus club, un peu durcir le truc, parce qu'à l'époque, Waka White, c'était assez mental, c'était assez dark aussi. Mais c'était assez mental, très mélodique, un peu musique à l'image aussi, un peu musique de film. Et du coup, ça a changé un petit peu après, un peu plus pop, un peu plus dansant quand même, quoi. Ok. Aujourd'hui, j'ai lu pas mal que tu essayais vraiment d'avoir cette image colorée, happy, et ça se ressent clairement dans les morceaux. C'est un truc que tu cultives, ou c'est juste que tu es dans un bon mood dans la vie? Les deux. Disons que c'était arrivé il y a à peu près 2 ans. C'était un peu l'époque avant de sortir Cosmo Safari. Enfin, du coup, quand je composais Cosmo Safari, qui est sorti en juin 2022. Et en fait, je me suis rendu compte que les morceaux étaient assez positifs, assez colorés. De là, j'ai commencé de réfléchir à la DA et tout ça, de la pochette, un peu tout, les photos de presse, toute la DA du projet. Je me suis rendu compte que j'avais envie de quelque chose de coloré, de positif. Et je me suis dit, en fait, c'est cool aussi de proposer quelque chose de joyeux et un peu positif, joyeux. Et j'aimais bien le fait que...
Tu crois qu'il en manque aujourd'hui dans l'électro, dans la scène électronique? Je trouve que, enfin moi, parfois je suis frustrée. J'adore sortir en soirée techno, 23h, 5h, warehouse et tout, vraiment le techno qui tape pour te défouler. Mais souvent c'est assez dark. Carrément. Et du coup j'ai un peu envie parfois d'avoir des choses plus groovy, un peu de lumière, plus pétillantes, mais qui te défoulent tout autant. Ouais. Donc je me suis rendu compte que c'était... Bon, je dis pas que j'ai inventé l'eau chaude, hein, mais je me suis dit, ok, cette direction-là, elle est peut-être moins exploitée, explorée, en tout cas en France. Et du coup, ouais, je crois que j'ai trouvé un peu mon truc, et du coup, je suis un peu allée là-dedans, quoi. Est-ce que c'est pas plus difficile aussi, en fait, de faire un morceau joyeux qui sonne pas gnangnan? Bah, c'est ça. Et moi, c'est mon problème, hein, tu vois, quand je crée, je me dis, non, mais là, je suis en train de faire un truc beaucoup trop kitsch, quoi, ça va pas du tout. Donc, ouais, du coup, c'est plus... Ça nécessite une petite gymnastique pour pas faire quelque chose de trop kitsch ou de trop gnangnan, comme tu dis. Je pense que c'est aussi parce que je m'inspire pas mal de la new wave aussi, avec des trucs un peu joyeux, des sonorités un peu chaudes, quoi, un peu chaleureuses. Tu sors quelques singles, je crois, en 2019. Cette époque-là, alors 2019. Après 2 EP, mais peu importe, hein, on n'a pas besoin d'être hyper précis, mais 2 EP en 2020, Zéro et Quadri. Mais dans ta disco sur Spotify, il y a des petits singles avant. Oui, je me rappelle plus les noms, le premier désolé. c'était Heroes, 2019. Ok. Là, à ce moment-là, t'es en autoprod, t'es indépendante? Tu sors les trucs toute seule ou pas? Ouais, mais c'est toujours le cas, hein, d'ailleurs. Okay. Maintenant, je suis en distribution chez Vagram, mais c'est tout autoproduit. Et voilà. La sortie, c'est à ton compte? Oui, en mode en mode distribution directe. Oui, voilà. C'était comment TuneCore, je pense que ça existe encore. Un truc comme ça. Où tu uploads ta pochette, ton morceau sûr. et tout, et puis si tu payes pas, ils te le suppriment des plateformes. Donc ouais, Heroes c'était le cas, et Quadri, non, c'est sorti... En fait, il y a eu qu'un single que j'ai sorti comme ça, et après Quadri, ouais, donc c'était 02/02/2020, 2 février. Bref, on s'en fiche, mais c'était pour la date miroir. C'était sorti sur le label Unicum Music d'Émilie Gonneau, qui a été la deuxième personne qui a commencé de me soutenir, après David Joly, qui est mon booker aussi encore actuellement. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé, la rencontre, le match? Ouais, c'était sur un tremplin. C'était pour le tremplin Répercussion, qui est un festival que les Lyonnais connaissent bien. Organisé par Mediaton. Et du coup, c'était avril 2019, il me semble, où du coup, à l'époque, c'était un peu la fin de K-White. Et du coup, T'avais joué là-bas? Ouais, et du coup, on s'était rencontrés sur un tremplin parce qu'on est arrivé en finale et tout. Et donc, la finale, fallait jouer live et tout. Donc, on était peut-être 4 ou 5, je crois. Et du coup, on avait remporté le tremplin. Et en gros, si tu gagnais, tu pouvais jouer en ouverture de la Solar Stage, où il y avait un Mid qui jouait, Pantero 666, il y avait Vladimir Cauchemar, enfin, un peu toute cette team-là. Donc, c'était ouf, quoi. Enfin, nous, c'était la première fois qu'on jouait sur une grande scène comme ça, en festoche et tout. Et donc on avait fait, ça avait bien marché et tout ça. Et 2-3 mois après, on s'est séparés. Et donc David, on était resté en contact avec lui et tout. Il était assez intéressé pour nous signer. Et du coup, moi, je lui ai dit, quelques mois après, j'étais un peu embêtée, quoi. Je lui ai dit, en fait, le projet n'existe plus trop, quoi. Mais c'est plutôt mes prods à la base, et ça, j'ai envie de continuer de les défendre, d'en écrire d'autres et tout ça. Je vais changer de nom et tout. Est-ce que ça t'intéresserait? Et lui, il était à fond. Il a dit, ouais, carrément, lançons l'aventure ensemble. Et du coup, c'est comme ça que... Ok, donc ça, c'était en booking? Ouais, en booking, ouais, pardon. Trop bien. Et sur le label de ton ami, pardon, je suis nul avec les noms. Émilie Gonneau, ouais. C'est Unicum Music. Comment ça s'est passé Et du coup, pareil, en fait, ça fait un peu les choses en ricochet, parce que David connaissait Émilie, parce qu'il avait fait partie du programme La Nouvelle Onde, qui s'appelle... en gros, c'est 30 personnes de moins de 30 ans, et en gros, c'est pour les vingtenaires dans la musique, quoi. Et donc, je sais plus, il faisait partie de... Enfin, si, je sais. Les jeunes talents. Exactement. Il faisait partie de cette promo-là, et donc voilà, il était dans son carnet d'adresses, et il m'avait dit, pour le premier EP et tout, ce serait cool d'avoir quand même un accompagnement label, quoi, afin de le sortir justement sur un label et tout ça. Et elle avait validé par une structure officielle.
C'est ça, et du coup, elle avait découvert l'EP en prenant l'avion, plein décollage à 6h du matin pour venir à Paris, parce qu'à l'époque, elle habitait en Roumanie, et bref. Idéal pour écouter Roman Santarelli. Bah, apparemment, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que c'était assez... Petit lever de soleil au-dessus des nuages. Exactement, c'était complètement ça. Et du coup, elle avait kiffé. Elle a dit, bah pareil, je rejoins l'aventure. Donc, on a avancé comme ça, tous les trois, pendant bien 2 ans. Et bien plus tard, après, il y a eu Wagram, Valérie Albert de Sing Sing, Gwen Chaplin aussi, qui est l'attachée de presse aujourd'hui. Ça, depuis quand? Donc, depuis l'année dernière? Wagram, c'était avril 2022. C'était 2-3 mois avant la sortie d'album qu'on a signé ensemble. Pour la musique à l'image, Sing Sing, donc, fondé par Valérie Albert, c'était 2 ans avant, 2020, je crois. Ok. Comment c'est arrivé ça? Et bah pareil, en fait, tout a été en ricochet. David m'a fait rencontrer Émilie m'a fait rencontrer Valérie, et Valérie m'a fait rencontrer... Enfin, elle m'a pas fait rencontrer, mais elle était en rendez-vous chez Wagram, il me semble, à ce moment-là. Et elle faisait écouter mon clip Super Solar System, enfin, leur montrer. Et il y avait Antoine de Wagram qui passait dans les couloirs par hasard, il se connaissait pas, et il a toqué à la porte en mode c'est qui ça a l'air trop cool. Et du coup, ils ont pris contact comme ça, et on s'est rencontrés après, quelques mois après, quoi. Ok. Et l'album est sorti sur le label. Ouais. Ça s'appelle Balagan. En fait, c'est Balagan. Balagan, c'est la sous-branche électro en fait de Wagram. Ouais. Ok. Et vous travaillez ensemble aussi sur la musique à l'image, au fin du sync. Bah ça, du coup, c'est avec Valérie de Sing Sing. C'est deux qui est en indé et branches. tout. Ouais, c'est deux structures différentes. D'accord, pardon. Elle est en indé et tout depuis 4 ans, je crois, un truc comme ça. Elle a Irène Drezel aussi. Elle a Dombrance. Elle a tes morceaux et elle essaie de les placer, ou est-ce qu'il y a un travail, une collaboration avec elle, je veux dire créative, où elle te, il y a les deux. Elle va trouver c'est soit des de la synchro, donc avec des morceaux déjà existants, et que en fait elle reçoit des briefs de telle ou telle marque, de tel ou tel cinéaste et tout ça. Donc soit elle répond à des briefs avec de la matière déjà existante, soit il y a de la création originale. Et ça m'est arrivé 2 fois, je crois. Et en fait, tu crées, mais sans savoir si tu vas être pris, parce que souvent, il y a 2 autres en face aussi qui répondent au même brief que toi. En donc contest. c'est ça. Et c'est intéressant parce que tu as vraiment... c'est une commande, en fait, quoi. Tu dois répondre à des consignes, en fait, quoi, de durée, d'intention. Tu as des qualificatifs que tu dois cocher. Que tu dois cocher. Et ça c'est moins souvent le cas, mais ça m'est arrivé, ouais. Et c'est assez intéressant. Ouais, ça te plaît de faire ça aussi, de bosser à la commande? Ouais, carrément. Bon, c'est quand même censé être des choses qui correspondent à ta patte, à ton, c'est ça. À ton univers, quoi. Carrément. Yes. On revient sur l'EP du confinement. C'est à ce moment-là c'est à ce moment-là que tu écris Cannes? Non, c'est lequel, je confonds. Ouais, si, c'est Cannes. Ouais, Cannes, il faisait partie de... Cannes, il était sur 0 EP. Donc, c'était à ce moment-là. Ok. Donc, plutôt dans un mood super créatif, super positif. Ouais, carrément. Et c'est marrant, mais celui-là, c'était vraiment... Ravi d'avoir du temps, en fait, parce que tu faisais quoi à ce moment-là? T'avais encore des études? En fait, j'étais en Master 2, que j'ai jamais validé, de com. Et c'était vraiment c'était pile le moment charnière où soit je rendais mon mémoire... Enfin, déjà, il fallait que je fasse mon mémoire et que je le rende. Soit que je fasse des concerts pour en avoir suffisamment et devenir intermittente, quoi. Et du coup, c'était vraiment charnière parce que les deux me demandaient vraiment beaucoup de temps. Et même si ça faisait 4 ans que j'arrivais à concilier tout, là, fallait choisir, quoi. Et en fait, on a été confinés pile à ce moment-là. Donc, ça s'annonçait pas super bien pour la musique parce que du coup, pas de concert. Et voilà, quoi. Et bizarrement, en fait, j'ai fait mon intermittence, d'ailleurs, l'année du Covid. Parce que y avait plein de dates programmées qui ont été annulées, donc ça faisait quand même des heures et tout, bref. Ah oui, ça a gardé quand même les heures. Ça passait de 12h à 5h, quelque chose comme ça. Et en fait, je me suis dit, non mais là, faut arrêter, quoi. Là, faut arrêter d'essayer de concilier les deux. Et puis de toute façon, j'ai pas envie de devenir chargée de com. Je préfère faire de la musique, quoi. Donc j'ai mis toute mon énergie là-dedans. Et pour en revenir à Cannes, je crois que ça a été le premier morceau... à la base, c'est une blague, en fait, Cannes. C'est que j'étais retombée sur des enregistrements de ma sœur et de ma meilleure pote Sarah, où en gros, on était au plage électronique à Cannes, et puis en rentrant du festival au Airbnb,
Bah ouais, en mode Tu after les quoi. prends Je les en mémo avais. vocal, En plus, je sais même pas si c'était intentionnel, mais je les ai enregistrés et tout ça. Et je suis retombée dessus, donc 1 an après. Donc ouais, ça doit être 2e semaine du confinement. Et du coup, pour les faire rire, j'en ai fait un morceau. J'ai samplé comme ça un peu. Il y a deux, trois phrases qui me faisaient rire de Sarah et de ma sœur Chloé que j'ai essayé de sampler. Et je leur ai envoyé et tout. Puis en fait, j'envoie aux autres potes et ils me disent mais trop bien et tout. Et je crois que ça a été un peu le premier morceau où justement d'un coup c'était assez sautillant, assez positif. Et je me suis dit ouais, mais c'est cool en fait aussi de proposer un truc comme ça. Et puis ça fait du bien en fait. Juste quand tu crées de la musique comme ça, ça fait plus de bien. Enfin moi en tout cas, ça me fait plus de bien que créer un truc qui soit un peu dark et tout, parce que après, t'es quand même 20 heures sur le morceau, voire plus, peut-être moins, mais après, tu dois quand même maquiller pendant des heures et des heures et des heures. Donc, je crois que moi, ça me correspond bien de travailler sur une ambiance cheer-up, ouais. Motivation, ouais, carrément. paillettes. Et avec quelque chose de très humain, du coup, vu que c'était des voix de mes potes, ça correspondait à un moment de vie qui, moi, était un souvenir et tout ça. Donc, et voilà quoi. Ok. C'était assez amusant. À ce moment-là, c'est quoi ton setup avec lequel tu crées cette EP ? J'avais mon mini-log je crois que j'avais même que ce synthé-là. J'ai fait tout quadri et tout zéro avec le mini-log, donc il me sort un peu par les yeux là maintenant. Je l'utilise plus trop. J'avais quoi d'autre ? Mon Tu push. l'as bien poncé. Ouais, c'est clair. Je crois que j'ai poussé à fond le Tu connais les presets truc, par cœur. Preset 26. Je sais pas. Ouais, si, je crois que je les connais par cœur. Ouais. Après, il y a toujours, c'est infini, ça reste infini, mais t'as quand même une couleur, une sonorité par synthé où, ouais, là, ça m'a un peu lassé. Mais donc j'avais le mini-log, j'avais toujours mon push, j'avais le push 2, ouais. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Le push, tu l'as acheté assez tôt, tu l'as intégré assez tôt dans ton arsenal ? Ouais, ça a été mon premier contrôleur. Non, aussi au tout début j'avais le petit clavier à 2 octaves là, le petit Akai, et ça a été mon premier vrai gros achat dès le début. Hein. Quand j'ai eu 18-19 ans, je crois que je venais d'avoir le bac et je me suis acheté ça. Sur le Bon Coin. Juste un peu après t'être mis à Ableton, ouais, quoi. Carrément. Tu t'es direct ouais, carrément. chauffé du contrôleur. Et il m'a toujours suivi, quoi. Enfin, c'était le 1 à l'époque. Et ensuite, sur un concert, on me l'a cassé, quoi. Donc, on a fait marcher les assurances et moi, acheté le 2. Donc, j'étais assez contente parce que le 2 est bien plus cool. Et j'ai pas eu besoin de le payer. Pour la petite anecdote. Exactement. Et je crois que c'était... Moi, de toute façon, j'ai toujours eu un setup assez minimaliste, hein, même encore maintenant. Je suis pas du tout comme... tu vois, les producteurs. Je rêverais d'avoir plein de synthés du sol au plafond et tout. Mais je crois que j'arrive mieux à faire de la musique quand j'ai vraiment un setup restreint, en fait. Je sais pas, sinon ça me stresse trop, j'ai trop de trucs, il y a trop de possibilités, ça me... Tu sais plus sur quel bouton appuyer. Ouais, c'est ça. T'as le stress d'être productif parce que t'as plein de matériel et tout, donc... Je sais pas. J'arrive mieux quand j'ai un setup léger. Ça se comprend totalement et c'est assez connu dans la création que de restreindre les possibilités décuple ta créativité parce que tu vas aller explorer plus profondément. Puis sinon tu t'éparpilles aussi, je pense. Mais ah si, ça me revient. J'avais aussi le Waldorf Blofeld qui est un synthé. Tu vois, ce synthé. J'ai aussi ça. Et il est assez indigeste quand même. T'as vraiment 1 milliard de sous-menus, de trucs, de machin. Donc pareil, quand j'utilise, souvent je mets un preset, je gratouille juste le filtre, 2-3 trucs. C'est vrai qu'il est compliqué. Il est un peu complexe. J'ai la version moi avec le clavier, donc c'est quand même assez pratique. Mais et ensuite après, je l'ai un peu mis au placard. Il est un peu resté justement chez mes parents parce qu'il est encombrant et lourd. Et par contre, là, en ce moment, je le réutilise pas mal et j'ai progressé aussi dans ma technique. Donc maintenant, j'arrive mieux, quoi. Donc je pense qu'il va y avoir un peu des sonorités du Blofeld dans les prochains tracks. Là, on était sur le setup sur lequel tu as travaillé pendant le confinement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après ? Comment on arrive à l'album, au projet d'album ? C'est marrant, mais le premier album, j'ai l'impression qu'en fait, tu l'écris un peu depuis toujours, quoi. Qu'il y a des morceaux, par exemple Atlas, je crois que Atlas, il est arrivé dans les premiers mois de composition, des années avant en fait, tu vois. Alors qu'entre le premier album et le deuxième album, tu repars un peu à zéro, quoi. Alors que le premier album, j'ai l'impression que tu l'écris un peu depuis toujours, sans trop t'en rendre compte.
et que tu veux mets dire de la quoi, tu gardais un projet de côté en attendant le bon moment pour le sortir? Ouais. Ou cette idée dans la tête? Ouais, il y avait des morceaux où je me disais, ça va être cool et tout, mais pour l'instant, j'avais pas les clés du puzzle pour ce morceau-là. Moi, je pars du principe qu'à chaque morceau, t'as toujours il y a une énigme à résoudre, il y a un truc, et tant que tu l'as pas trouvé, bon, bah, je sais pas. Il y a un peu des mystères quand même de création, et du coup, tu le gardes un peu de côté, ou alors juste à cette époque-là, il arrête de te plaire. Soit t'arrives pas à le finir, soit il arrête de te plaire, donc bon, bah après, il s'enfouit. Ça, tu fais quoi? Tu gardes dans un grand dossier foutraque Et je crois qu'Atlas, justement, c'était dans un ordi. Après, j'ai changé d'ordi, donc après, il s'est complètement perdu dans des dossiers. Puis par hasard, un jour, tu remets ton disque dur, tu réécoutes un peu les trucs de 3-4 ans auparavant et tu retombes sur ça. Tu dis, il y avait un petit potentiel. Il y avait un petit potentiel. Et du coup, je pense que Cosmo Safari, je l'ai pas écrit en 2 ans, quoi. Je l'ai écrit dès le début, en fait. Et j'ai oublié ta question de base. Ouais, comment on arrivait à ce projet d'album? C'est 12 titres, si je me souviens bien. Ouais. Et donc, il sort sur Vagram, là. Ouais, ça s'est sorti chez Vagram. Et si, il y a eu d'autres matos entre-temps. Je me suis procuré un Notepad. Il y a eu quoi d'autre? Si, pareil, j'ai commencé d'introduire un peu plus ma voix, donc ça a donné des morceaux comme Like a Mantra, qui était une blague à l'époque, et je crois qu'aujourd'hui c'est le morceau le plus écouté de l'album. Hello Ellie aussi, où lui pour le coup il est complètement assumé en mode chanson et tout. Ça c'est un morceau que j'ai fait vraiment en une après-midi pour mon neveu qui était en train d'apparaître, devenir au monde exactement. Et souvent, j'aime bien ces moments-là. Hello Ellie, ça reste un super souvenir, ce morceau, parce que des fois, tu as des fulgurances comme ça chez toi, dans ton petit home studio, qui est très restreint, et d'un coup, tu as un éclair de génie, tu es dans l'euphorie, et ça, c'est vraiment des moments assez inoubliables, quoi. Surtout quand tu es... Je sais pas, moi, à ce moment-là, je suis toute seule devant mon ordi en train de faire un truc, et je m'éclate à fond, Et quand c'est comme ça, je trouve que ça va très vite. Le morceau, tu peux le boucler en 4 heures, quoi. Puis après, tu retravailles dessus encore 2 jours. Et en fait, celui-là, il a été fait hyper rapidement. Like a Mantra, ça a été pareil. C'est les 2 qui me viennent de l'album où j'ai vraiment des souvenirs assez cool. Donc, c'est quand c'est des évidences dans ta tête, quand c'est fluide et que tu prends beaucoup de plaisir à bosser dessus. L'idée numéro 1 qui découle très vite sur l'idée numéro 2 et la 3 et la 4. Et ça, c'est agréable quand c'est comme ça. C'est pas toujours le cas. C'est même une minorité, tu vois. Mais c'est assez agréable quand tout s'imbrique bien de manière assez fluide et rapide. Et t'as le morceau qui se dessine hyper vite, et puis tu te dis, il va bien avec celui-là, donc ça tombe bien, donc allez, il fera partie de l'album. Alors qu'à la base, Like a Mantra, c'était plutôt une blague. Et voilà, quoi. Tu crois que c'est inexplicable d'arriver à se mettre dans ce mood, dans ce flow, en fait, on appelle ça le flow, tu sais, quand tout déroule et quand tu kiffes. Est-ce que tu as des techniques pour est-ce que j'ai des techniques te mettre dans ce mood-là, ou est-ce que c'est vraiment, ça arrive une fois par mois ou an, tu sais pas pourquoi? Je pense que c'est... Alors, des techniques musicales, non. Moi, je pense que c'est plutôt un état d'esprit où de toute façon, si tu vas être bien, si tu as du temps devant toi pour créer, si tu as fait le plein de bons souvenirs dans les semaines précédentes ou les mois précédents, je pense que c'est de toute façon très propice, quoi. D'un coup, tu as un terrain qui est très prolifique, donc c'est l'inspiration, quoi. Moi, ce qui m'inspire surtout, ça va être les relations humaines, hein. Clairement, c'est ce que je vais vivre avec les gens et tout ça. Pareil, des fois, quand j'ai un peu le syndrome de la page blanche, je vais aller écouter plein de trucs. Et justement, en ce moment, par exemple, là, j'écoute pas trop d'électronique en ce moment. Je pense que j'ai un peu fait une petite overdose. Je mets en pause. Je réécoute du rock à fond, alors que ça faisait des années qu'il n'y avait pas une minute d'écoute dans mes playlists dédiées à ce style. Et en fait, c'est hyper intéressant aussi d'aller écouter d'autres trucs. Tu vas aller chercher des choses qui sont nouvelles. Je sais pas, en ce moment, là, je suis à fond sur Idols et Fontaines DC. J'adore. Et du coup, ça fait le plein de... Ouais, ça fait un peu le plein d'inspiration. Et c'est une manière très différente d'écriture aussi, quoi. Donc voilà, ça apporte des harmonies différentes et tout. Donc... Ouais, d'aller te rincer les oreilles aussi avec autre chose, et puis aller choper une énergie, en tout cas, dont tu as besoin pour réinsuffler ensuite dans ton travail.
Carrément. T'as un process un peu, est-ce que t'as une organisation, une journée type ou des routines de travail? Ces derniers mois, c'était un peu le capharnaüm, c'était un peu le bazar parce que j'avais un studio. Ensuite, j'ai dû le quitter et tout. La proprio, elle avait changé de projet, donc j'ai dû partir. C'était en pleine tournée. Donc après, c'était pas du tout le moment de créer tout ça. Quand j'avais du temps pour créer, c'était que quelques heures par-ci par-là sur un coin de table. Oui, t'as beaucoup tourné l'année dernière. Tout l'été, ça a été assez intense. Et du coup, là, depuis cet hiver, j'ai un peu plus de temps, mais j'ai plus de studio et j'arrive plus à bosser à la maison. C'est un truc que peut-être que j'ai trop fait. Donc, je peine à me discipliner à la maison. Je suis en appart, donc je peux pas faire de bruit. Et ça peut être hyper contraignant quand t'as envie de te... Enfin, quand tu fais de la musique, il y a un truc qui te galvanise un peu, tu as envie de mettre fort pour mieux bosser. Et en fait, d'un coup, tu te dis, bon, non, il y a la voisine dessus. Donc, c'est un peu galère. Et donc, en ce moment, j'ai pas trop de journée de type parce que ma routine, déjà perso, est pas bien rodée. Là, je suis un peu dans une période de transformation. Une phase de transition, ouais. Mais en tout cas, j'ai l'impression que les moments où j'arrive le mieux à créer, c'est la nuit quand même. C'est soit la nuit, soit le matin, parce que soit toute la ville est endormie et t'as un peu ce calme d'un coup où, je sais pas, c'est une autre manière d'exister, quoi, d'être un peu tout seul, où il y a personne qui ne peut pas être dérangé aussi. Ne pas être dérangé, et le monde qui est un peu arrêté autour. Ouais, exactement. Et du coup, tôt le matin, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais tôt le matin, c'est assez agréable aussi, où du coup, t'es encore un peu dans un état entre deux, où d'un coup, là, tu peux aussi avoir de très belles choses qui arrivent parce que t'es dans un entre-deux de conscience. Ça, c'est assez intéressant aussi. Et sauf que en ce moment, je peux créer que la journée où en fait mon téléphone sonne toutes les 2 secondes. Et du coup, c'est difficile en ce moment. Mais je vais aller mettre un peu au vert là cette semaine d'ailleurs, donc j'ai trop hâte. Est-ce que tu as déjà eu en fait cette routine, un endroit en fait qui était installé où tu te sentais bien et où tu avais une routine de travail? Ça t'est déjà arrivé? Ouais. Je partageais un studio du coup l'année dernière et l'année d'avant. Ça a duré 2 ans, je crois. Avec Odalie d'ailleurs, que je salue, qui est sur Lyon aussi. Qu'on salue. Maintenant. Et du coup, j'avais des créneaux fixes, j'avais 2 demi-journées par semaine. Et ça, c'est assez cool parce que même dans les moments où t'as pas forcément envie de créer ou quoi, mais que t'y vas parce que c'est ton créneau. Ah oui. En fait, c'est hyper cool parce qu'en fait, tu y vas. Puis en fait, une fois que tu y es, t'es hyper content d'être là, t'es hyper inspiré. Et d'un coup, tu repars 5 heures plus tard et tu te dis cool, en fait, ça fait du bien, quoi. Et c'est surtout qu'en fait, c'est une manière de se discipliner. Et il y a d'autres moments où, du coup, pareil, dans ce même sens, où tu vas créer un peu pour te forcer, parce qu'il faut écrire des choses, et voilà. Et au début, le morceau va pas te plaire pendant les premières heures, et en fait, après, tu vas débloquer quelque chose, et tu te dis, mais le truc serait jamais arrivé si je m'étais pas un petit peu si mis un coup de pied aux fesses, quoi. Donc partie en studio. Ouais, complètement. Après, moi j'aime bien quand même quand il y a faut qu'il y ait des fenêtres autour, quoi. Et c'est vrai que d'être en studio à cette époque-là, c'était un studio au -1, et celui que je suis en train de retrouver, pareil, en mode -1, cave et tout. C'est pas évident, je trouve. Moi, je crois que j'ai besoin de voir qu'il y a du ciel, qu'il y a quelque chose, qu'il y a déjà un peu de lumière, quoi. Ouais, la lumière, c'est important pour le mental. C'est clair. C'est sûr. Voilà, il faut faire des petites pauses toutes les demi-heures pour aller respirer et reprendre un petit peu le soleil sur sa peau. Carrément. Comment tu commences un morceau? Est-ce que tu as un processus particulier ou un truc où tu sais que ça marche? Moi, je commence quand même souvent par la mélodie. Hein. C'est assez mélodie, les harmonies. Je cherche le petit motif qui va bien. En ce moment, pareil, j'essaye de casser un peu ce truc-là. Je commence plutôt par ce qui va être rythmique et tout, par les drums, par un truc qui va groover et tout. En ce moment, je compose à des BPM beaucoup plus élevés que... Enfin, beaucoup plus. Donc tu avais l'habitude. C'est pas non plus 280, mais... Non, en ce moment, ça galope un peu plus que Cosmo Safari, par exemple. Donc je pense que ça va être la couleur prochaine là, du prochain EP. En ce moment, ce qui me fait quand même kiffer, ce qui m'amuse le plus, c'est quand même d'écrire des bouts de paroles, des trucs. Alors, c'est pas chanson, hein, mais tu vois, d'avoir un gimmick d'un truc qui va accompagner le morceau et tout.
Et en fait, il y a un peu un projet parallèle de trucs que je garde pour moi, mais de morceaux vraiment qui racontent des histoires où vraiment la voix a une grosse place. Grosse place, et je me dis, oh là là, peut-être un side project un jour. Peut-être qu'il y aura un side project, j'en sais rien, mais en ce moment, je suis vraiment à la croisée entre soit je vais faire des trucs très techno qui tapent vraiment beaucoup plus, où je commence de mettre des kicks que j'aurais jamais mis avant, c'est vraiment des trucs qui tabassent un peu, quoi. Et il y a une autre voix alternative où c'est vraiment cold wave, petite voix en anglais et tout, et ça m'amuse tout autant. C'est les deux facettes de ta personnalité. Et je stresse un peu parce que en ce moment il y a plus de morceaux dans le deuxième que dans le premier, tu vois. Donc je dis oh là là, faut que ça va devenir un peu trop sérieux cette histoire. Mais voilà, donc j'expérimente. En tout cas, j'expérimente là. Donc cette semaine, je repars un peu me mettre au vert. Chez mes parents d'ailleurs, et j'ai l'impression que c'est un endroit où il se passe plutôt des bonnes choses. Donc tu te on sens verra. bien, ouais. Bah ouais, parce que je retourne un peu dans ma chambre d'ado où t'as un peu l'insouciance, je pense. Je sais pas, il se passe un truc, mais je me sens safe et inspirée. Et là, cette semaine, ouais, j'aimerais bien essayer, comment il s'appelle ce plugin, Guitar to MIDI, où en gros, de ressortir un peu la guitare. Parce que j'ai jamais, en fait, intégré mes compétences guitaristiques, on va dire, dans ma créa. Je le faisais au tout début, mais du coup, son de guitare, tu vois. Ouais. Donc, le son de guitare, c'est pas ce qui m'intéresse, mais par contre, de choper les midis et tout ça, les notes, pour ensuite les passer dans un synthé et tout, ça, je vais faire ça cette semaine. Là, j'ai trop hâte, j'ai jamais fait. Très beau programme. Et ouais, je pense que ça peut être assez concluant, parce qu'en fait, moi, je compose qu'au clavier, alors que j'ai pas un niveau pianistique de dingue. Enfin, je n'ai même pas. Et c'est surtout que, au bout d'un moment, ta mémoire du corps fait que, je sais pas, mais par exemple, au piano, si tu connais 15 accords et que tu n'en apprends pas d'autres, en fait, tu vas toujours faire un peu les mêmes. Et c'est ce que tu as appris qui fait que ta mémoire du corps va recréer ceci ou cela dans ta compo. Et du coup, je me dis, là, il faut vraiment que je mette un coup de pied dans la fourmilière bien avant le processus de créa, mais tu vois, quand tu apprends un morceau au piano pour rire sur YouTube, ou quand tu fais un truc comme ci ou comme ça, et je me dis, si à ce moment-là, en fait, tu changes complètement de manière de faire, ça aura forcément une influence sur ton processus de créa. Et du coup, voilà, en ce moment, j'essaye vraiment de casser complètement ma manière de faire. C'est plus intéressant que de te voir faire toujours les mêmes patterns, les mêmes trucs. Oui. Voilà. T'essayes de te renouveler. Ah bah ouais, il faut, sinon... De réinsuffler un truc nouveau un petit peu, ouais. Mais ça se trouve, le prochain EP, là, c'est vraiment les grandes lignes, ça se trouve, ça aura rien à voir avec ce que je pense, si, quand même, parce que ça reste moi, mais j'ai peur des fois de me dire, mais ça va complètement changer. Et je crois qu'en fait, je pense que je préfère, moi, les artistes que j'ai le plus kiffé, les groupes que j'ai le plus kiffé, c'est ceux qui se sont un peu renouvelés, un peu à chaque fois, quoi, ou en tout cas qui ont pris des risques et tout. Qui t'apporte quelque chose de nouveau. Ouais, je trouve que c'est intéressant de suivre un artiste. Sinon, même naturellement, en tant qu'auditeur, de toute façon, tu vas passer à d'autres choses, quoi. Tes goûts, ils vont changer. Donc, en fait, si tu suis un artiste qui lui-même change de goût et change de style, je pense que c'est peut-être une manière de durer dans le temps. Ouais. Je sais pas. En train de parler d'une relation de couple en métaphore avec la musique. Complètement. Et du coup, tu as lâché le scoop du prochain EP sans le faire exprès. Merci. Ouais. Printemps, c'est j'espère. Ce que tu es en train de travailler en ce moment, ouais. Et donc avec peut-être des nouvelles sonorités, des nouvelles énergies. Ouais, carrément. Et la voix, c'est quelque chose que tu avais complètement abandonné et maintenant tu y reviens. De plus en plus, il faut que je fasse gaffe parce que si j'en mets trop, après, il va falloir que je prenne le mic en live. Et ça, c'est quand même un truc qui me terrorise. Oui, pour l'instant, tu te samples et tu rejoues, tu chantes pas live. Disons qu'en plus, ma manière d'introduire la voix, c'est plus 3-4 phrases qui vont être répétées. Donc, je suis pas sûre qu'en live, ce soit très... tu vois, que ce soit très à propos ou qu'il y ait une grande prestance scénique si tu répètes que 3-4 phrases. Ouais, je suis pas sûre. Et en même temps, si tous tes morceaux sont comme ça et que tu t'envoies ta voix, à un moment, les gens vont se dire, c'est bizarre, faut qu'elle prenne le mic. Elle est où celle qui chante ? Oui, c'est ça. Donc, je sais pas, c'est un questionnement, mais en tout cas, c'est un truc qui me fait plutôt marrer en ce moment, ouais. Comment t'approches tes structures ? Est-ce que t'as une technique pour ça ou c'est très instinctif ? Ouais, c'est instinctif, hein. Ouais, je saurais pas te dire. En ce moment, je galère beaucoup sur les intros. Comme j'essaye de faire quelque chose qui est plus club et qui est plus un peu DJ set compatible, tu vois, avec un début facile à louper. Ouais, c'est ça. En fait, comme j'ai pas l'habitude de faire ça, en ce moment, c'est un peu la page blanche, sur les intros notamment.
Les drops et tout, ça, y a pas de problème, mais les intros, ouais, je galère. Et surtout, en plus, maintenant, il y a vraiment tout ce truc de les morceaux durent en moyenne 2 minutes 30, les intros sont complètement squeezés. Donc au bout d'un moment, t'es un peu perdu entre, bon, est-ce que j'assume le côté, mon track il fait 6 minutes et c'est DJ set compatible et tout ça, ou est-ce qu'il faut aller à l'efficace, quitte à faire ensuite des versions extended ou club edit, ou tu vois, je sais pas. C'est un gros questionnement sur les structures, mais j'ai l'impression que c'est quand même instinctif. Et j'ai l'impression que j'ai quand même l'habitude, même si c'est en train de se durcir, club et tout ça, je crois que je vais garder ce truc un peu dynamique de, il y a quand même des couplets, il y a des sorties de refrains, il y a des ponts, il y a des trucs. Ce sera toujours un peu structuré comme ça, je pense. Tu penses que le fait d'avoir du coup une couleur plus club, plus dansante, ça va changer un petit peu le genre de scène sur lesquelles tu vas pouvoir être programmé? C'est quelque chose dont tu as conscience? Je crois que c'est un peu pour ça, en fait, même à la base. Je sais pas l'œuf ou la poule de qui est arrivé en premier, mais ça se rejoint. C'est qu'à la fois, j'ai envie de diversifier un peu les lieux de prog et tout, et de plus jouer en club, parce que c'est pas arrivé tant que ça, en fait. C'est plutôt sur... moi, j'évolue quand même plus dans le réseau SMAC, festival et tout ça, et maintenant, j'ai envie de découvrir un peu plus... la sphère techno, underground, d'aller voilà, un peu plus côté underground, ouais. Carrément. Et du coup, ça passe par avoir des morceaux un peu plus dans ces esthétiques. Et même naturellement, c'est peut-être plus... Enfin, je te disais tout à l'heure, j'écoute moins de techno, mais quand j'en écoute, c'est quand même plus des trucs comme ça. C'est quand même plus des trucs... qui plus galopent un peu, quoi. Ouais, plus alternatifs, ouais, carrément. Donc du coup, j'ai plutôt envie de me rapprocher de ces couleurs-là, et du coup, l'un influence l'autre, et voilà, quoi. On verra. Ok. On n'a pas parlé du Printemps de Bourges. T'as été découvert du Printemps de Bourges, c'était quelle année? Ça, c'était 2020. Normalement, c'est en avril, mais donc comme il y avait eu le Covid et tout, ils avaient fait les Inouïs, enfin, ils avaient fait le Printemps de Bourges en septembre. Ok. Ça, c'était l'année de la sortie des 2 premiers EP. Est-ce que ça t'a aidé? Ouais, évidemment. Ah bah, oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Déjà en termes Est-ce que t'as kiffé? Ouais. Déjà en termes de CV, ça aide vachement, hein, ça c'est sûr. Enfin, ça a surtout aidé. Ça a d'abord aidé mon booker qui était trop content, et du coup, ça a débloqué quand même des dates. C'était un objectif avec lui, oui, d'aller chercher ça. Ah ouais, même tout. Enfin, les tremplins pro comme ça, Bar en Trans, Crossroads. Le Fer, les Inouïs, tous ces trucs-là, c'est quand même... C'est un objectif stratégique. Ouais, c'est des objectifs parce que ça t'aide après, parce que ça te donne un peu une reconnaissance des pros, du milieu et tout ça. Donc, c'est un peu inévitable. Et donc, les Inouïs, ça avait été une super expérience parce qu'on se retrouvait on était une promo de 33, je crois. On était 33 artistes, groupes... comme ça pendant 5 jours, en parallèle des concerts le soir. En fait, on suivait un peu en mode formation. Il y avait un petit côté un peu scolaire et tout. Il y avait des intervenants. Et du coup, c'était une manière de te mettre un peu une mise à niveau, un peu c'est quoi la SACEM, c'est quoi les droits d'auteur, quel est l'écosystème des métiers de la musique. Enfin, il y avait tout un tas de trucs, des trucs juridiques. Et du coup, c'était cool parce que je savais pas qu'il y avait toute cette partie un peu théorique. Je crois que c'était la première année où ils l'ont fait. Et ça avait tellement... Enfin, on était tellement contents que du coup, ils l'ont refait les années d'après, quoi. Donc, je crois que c'est encore le cas aujourd'hui. Je sais plus comment ça s'appelait. La colo des Inouïs, je sais plus. Non, peut-être que j'invente complètement. Et du coup, avant tout, c'est des super rencontres parce que voilà, c'est des gens comme toi qui partagent la même passion, les mêmes problématiques, un peu le même quotidien et tout ça, les mêmes rêves et tout ça. Et de les rencontrer en parallèle des concerts, ça permettait aussi de mettre... c'était un peu comme un BAFA musique, quoi. C'était en beaucoup plus stressant et avec beaucoup plus d'enjeux, mais... c'est trop cool. Et moi, j'avais fait, par exemple, j'avais fait la rencontre de Zao de Sagazan, qui était à l'époque dans le groupe Fears. Et c'était ma voisine de Bungalow, parce qu'on était en mode dans le camping à Bourges, à côté du Palais d'Oron et tout. Donc, c'était trop marrant, quoi. C'était trop bien entendu. Et les concerts, c'était trop cool. Et voilà, quoi. Ça avait été une super expérience, ouais. Après ça, du coup, on le disait tout à l'heure, tu as beaucoup joué pendant 2 voire 3 ans, 2021 à aujourd'hui. Avec beaucoup de concerts masqués quand même entre-temps et assis.
Donc, tu vois, les Inouïs, par exemple, les gens étaient masqués, assis et tout. Donc, et ça avait été un peu galère d'ailleurs, parce que comme moi j'étais dans un truc électronique et tout, en fait, je me souviens qu'à l'époque, suite aux Inouïs, les progs avaient dit à David en mode c'est super ce qu'elle fait, Roman, mais pour l'instant, en fait, on peut pas trop. On se rend pas compte si les gens vont danser. C'est ça, c'est que c'est compliqué de programmer de l'électronique. Donc, en fait, on s'était un peu fait squeezer et on a un peu récolté les fruits de ce truc-là. 2 ans après en fait. Alors que normalement c'est censé être un peu dans les mois qui suivent et tout ça, tu vois. Ça développe quoi. Donc on saura jamais en fait comment ça se serait passé s'il y avait pas eu de pandémie et tout, mais un post-printemps de Bourges un peu chelou quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en même temps ça faisait du bien, franchement, mais heureusement, de retourner dans une salle, de jouer et tout, de rencontrer des gens. Enfin franchement moi j'en garde un super souvenir. Un bol d'air. Et après, t'as eu des belles premières parties. J'ai noté Synapson, Woodkid, carrément. Voracles. Ouais, carrément. Ça t'a fait kiffer. T'as fait des grosses salles. Ah ouais, les deux, ceux que t'as cités, en plus les lieux étaient dingues. C'était théâtre antique de Vienne et le théâtre. Ah oui, là t'es de Vienne. Je suis viennois. Et je le connais par cœur, ce théâtre antique. Et moi j'y suis allée qu'une fois. Pour cette fois-là en fait, faudrait que j'y retourne, faudrait que j'aille faire jazz à Vienne et tout, mais. Ah oui. Ouais, trop bien. Et théâtre de Fourvière, ça c'était dingue. Très chouette. C'était vraiment un truc de fou quoi. Et la série Théâtre romain quoi. Ouais, mais c'était à une semaine d'écart. Vraiment, je m'étais dit allez cool, maintenant on fait des théâtres antiques et tout, trop stylé. Mais non, c'était impressionnant. Surtout pour Woodkid parce que le théâtre de Fourvière c'est comme s'il était beaucoup plus pentu. Et vraiment, c'était impressionnant. T'as un mur de people. Ah ouais, c'était un mur de gens, c'était massif comme image, quoi. T'avais l'impression qu'ils allaient te tomber dessus. Et c'était l'été, il faisait chaud, c'était trop cool. Enfin, non, je crois que Fourvière, en l'occurrence, c'est peut-être mon meilleur souvenir de concert, je pense. Yes. T'as travaillé le côté scénique, le côté lumière, je sais, je l'ai lu. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu ? Déjà à cette époque-là, j'avais des tubes LED sur scène et tout, donc je tournais déjà avec. Assez vite, tu t'es dit qu'il fallait développer le visuel, la scéno. Ouais, parce que les gens me le conseillaient aussi. Enfin, tu vois, moi je découvrais aussi un peu ce que c'était de bosser. Enfin, l'intérêt d'avoir un ingé son, d'avoir un ingé lumière et tout. Et l'intérêt, c'est que déjà, quand tu arrives sur une date, tu es en équipe. Donc, en fait, c'est des personnes qui vont connaître ton projet et tout. Mais ça, au début, quand tu commences, tu ne le sais pas, quoi. Et justement, dans la période Inouï et tout, les gens me disaient que sur l'électronique, c'est important d'avoir de la lumière et tout. Donc, j'avais commencé de bosser avec Yannick Saunier à l'époque. Et ensuite, donc il y a eu toute cette période-là. Comment tu travailles avec un ingé lumière ? Toi, tu lui donnes un brief ? Ouais, moi j'essaye. Maintenant, je vais peut-être essayer de plus donner carte blanche, mais c'est vrai que j'ai pour laisser aussi la liberté, quoi. Mais c'est vrai faire confiance à l'autre. Ouais, exactement. Et puis même, voilà, pour déléguer, quoi. Laisser arriver aussi les choses. Mais à l'époque, avec Yannick, j'avais l'habitude de dire, moi, ce morceau-là, je l'imagine rouge et bleu. Celui-là, c'est plutôt une atmosphère solaire. Tu vois, par exemple, sur Cannes, j'imagine quelque chose de solaire, plutôt dans des tons orangés, nanana. Enfin, voilà, déjà, tu donnes une direction de couleur. Ensuite, tu donnes une intensité dynamique et tout ça. Et après, en fait, tu travailles. Après, tu laisses la personne faire. Et maintenant, je travaille avec Virgile Vera depuis, sur la tournée Cosmos Safari, donc depuis 2 ans. Et là, c'est encore un autre truc, parce que comme il y a de la vidéo sur cette tournée, la lumière doit vraiment être au service de la vidéo, pas trop prendre le pas dessus. Faut pas qu'elle soit trop forte en intensité, sinon ça crame les écrans. Enfin, il y a pas mal de trucs comme ça. Faut qu'elle soit présente, parce que sinon on voit que les écrans et moi on me voit pas. Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça que moi j'ai découvert aussi, parce que j'ai jamais travaillé avec de la vidéo. On a travaillé même avec plusieurs personnes, si on compte les artistes qui ont fait les créations visuelles, et Néon qui a fait toute la solution technique pour la vidéo et tout ça. Et donc c'est un travail d'équipe, quoi. Et j'adore ce moment où ça arrive pas souvent, hein, ça arrive qu'en résidence, donc c'est pas si souvent que ça, mais j'adore ce moment où t'as les morceaux prêts. T'arrives et là tu te dis ok, quel tableau on fait, plutôt cette couleur là, plutôt ce truc là, à tel moment il y a telle sonorité, j'ai envie que ça fasse un strobe à l'unisson avec ce son là. Enfin, c'est vraiment ça emmène ton morceau encore ailleurs,
Et en même temps, tu crées le visuel de ce que tu as imaginé en le faisant, en composant. Donc c'est assez satisfaisant, quoi. Et tu proposes une expérience complète au public. Ouais, c'est clair. Un truc immersif, hyper puissant, quoi. En tout cas, on essaye de vraiment pousser le truc au plus loin. De tel élément sonore va être retranscrit avec telle lumière. Là, je veux tel break et tout. Enfin, ouais, c'est hyper intéressant, quoi. C'est hyper intéressant. L'univers visuel du projet, c'est un truc dont tu aimes bien, enfin, où tu as des envies et que tu aimes bien chapeauter un petit peu depuis le début, ouais. Carrément, du coup, que ce soit en lumière, comme on disait. Et là, sur l'album, du coup, l'idée, c'était de monter toute une scénographie live audiovisuelle et tout ça. Donc ça a pris pas mal de temps. Moi, j'ai fait toute la DA morceau par morceau, de l'ordre et tout ça, d'essayer de réfléchir à quelle va être l'esthétique visuelle de chacun pour à la fois faire un truc varié mais qui soit assez cohérent. Et du coup, j'ai collaboré... en termes d'imagerie, de couleurs, de teintes, ouais. Exactement, ouais. Petite charte graphique qui va bien et tout. Tout passer dans la création visuelle. Dans la com et tout ça, comme visuel, ouais, mais complètement. Trop bien. Et même, tu vois, c'est grâce à la com d'ailleurs que je faisais mes pochettes au début. Même Cosmo Safari, ça vient d'une photographie, mais c'est moi qui ai fait l'artwork. Okay. J'aime bien réfléchir, faire les choses par moi-même en visuel. Après, je suis assez restreinte parce que je décide mal et tout ça, donc je suis vite restreinte. Et je préfère bosser avec d'autres, mais par exemple, pour en revenir sur le live audiovisuel, du coup, ça a été une collaboration avec au total 6 artistes, il me semble, ou 7. Pour ne citer que, il y a eu Victor Jonker, il y a eu Elisa Lienne, il y a eu Marine Barbeau, Sébastien Vert, Camille Yonard, Alfred aussi, un BDiste. Et ça, c'était des collabs visuels pour les artworks. C'était pour le live. Non, c'était pour le live AV. Et du coup, par exemple, Seb et Camille ont fait Like a Mantra, I Love You So et tout ça. Et donc, à la base, ça partait de moodboard de ma part pour donner un peu une référence stylistique et aussi tout un pitch en mode là, j'aimerais qu'il y ait une silhouette devant des aplats de couleurs. Là, j'aimerais qu'il y ait des flamants roses. Là, j'aimerais des caméléons et tout ça. Et du coup, ça a été des allers-retours comme ça. Comme des petits scénarios très larges. Ouais, carrément. Et du coup, ça nous a occupé tout un hiver, l'hiver 2021, je crois, début 2022. Et du coup, la première, on l'avait fait à Europavox, en sortie de résidence. Il y a eu plein de résidences sur cette tournée, mais une résidence dédiée que à la lumière, une résidence dédiée que à la vidéo. C'est un taf la toute énorme. Première, c'était que pour le son. Et donc, il y a eu pas mal de... Ce que je disais, graphiquement, c'est assez différent. Il y a de la 2D, il y a de la 3D. Par exemple, le clip d'Amorama que Victor a fait. Alfred, il a proposé quelque chose son univers beaucoup plus orienté vers la BD. Et en fait, même dans la manière de faire, c'était assez différent parce que soit on a utilisé ce procédé de clip très motion design, ou aussi on a bossé en musique générative avec Néon. Où en gros, la musique générative, c'est que chaque élément sonore va déclencher c'est difficile à expliquer, mais... Un effet va déclencher un effet visuel. Va déclencher un template de vidéo, mais en fait, le fichier vidéo en tant que tel n'existe pas. Il n'y a pas de fichier, en fait, donc si ça joue pas... Il est créé sur le champ en direct. Ouais, c'est ça, en direct. Donc si ça joue pas, il n'y a pas de visuel. Ouais. Quoi. Tu dois lui envoyer du MIDI. Ouais, c'est ça. Donc en fait, sur scène, il y a un ordi vidéo qui est relié à mon ordi. Et par exemple, je sais pas, il y a un morceau qui s'appelle Orla, qui est plutôt joué en tant que dernier morceau. J'ai l'habitude de le jouer en dernier. Lui, par exemple, je leur avais dit, j'aimerais que ce soit plutôt dans des couleurs dark et bleutées, et qu'il y ait des particules qui symbolisent un peu cet arpégiateur de harpe qui est le lead de tout ce morceau. Et du coup, on a bossé en musique générative où en gros, l'ordi envoie du MIDI par rapport à ces notes que je vais jouer avec cette espèce de harpe électronique. Et du coup, l'autre ordi vidéo va retranscrire l'idée que quand je joue un Mi, c'est tel écran qui va déclencher une petite note blanche là, qui va vers le haut, une sorte de corde en fait. Ouais, c'est ça. Si je joue un Fa dièse, ça va être l'écran de droite et en fait, ça symbolise des trucs comme ça. Tu mappes en fait à des réactions. Et du coup, ça, c'est un truc, j'ai trop adoré le faire, de dire pour moi, tel son, ça me fait penser à une petite ligne blanche qui décolle du bas vers le haut comme une sorte de corde en fait, quoi.
Et ça, j'adore, quoi, parce que moi, quand je compose, j'ai forcément toute une imagerie qui vient et tout, des idées de texture, de couleurs. C'est assez instinctif chez moi, donc de bosser en vidéo, ça a concrétisé un peu tout le truc que dans la tête, quoi. Et surtout avec des gens hyper talentueux qui ont des compétences que moi, j'ai pas du tout. Et là, de bosser en groupe... Ça a été hyper fructueux, quoi. Et beaucoup de travail aussi, j'imagine. Ouais, franchement, il y a eu beaucoup de résidences pour en fait, le seul point négatif, c'est que c'était à une période où du coup, j'avais déjà mis tous les morceaux dans la boîte. Ils étaient tous masterisés, tout était final, quoi. Donc déjà, j'étais à un stade où j'en pouvais plus trop de mes morceaux, de les avoir hyper écoutés. Et là, je me lançais dans 3-4 mois de création à devoir recevoir les fichiers vidéo au jour le jour, on est allé jusqu'à des V10, V11, V12, ouais, et donc en fait tu les réécoutes, et il y a une overdose de dingue, quoi, sur l'album. T'as fait un petit break après ça? Bah non, t'as du même coup pas c'était la tournée, quoi, après qui commençait, donc après, donc voilà, ça tourne depuis 1 an et demi, quoi, donc après en live tu as retrouvé du plaisir à les jouer. Ouais, absolument, ça c'est sûr, mais c'est vrai que c'est d'écouter comme ça de manière overdose, c'est pas toujours simple, quoi. Donc j'ai aussi hâte de faire rentrer de la nouvelle matière, là, comme je disais depuis tout à l'heure, ça va être cool. Et du coup il va y avoir aussi un projet de nouveau live. Moi j'aimerais bien, il y aura toujours du live, hein, ça va jamais, moi j'ai jamais envie d'arrêter de tourner, mais on s'est dit que le live il allait se terminer plutôt septembre. Je pense que le dernier live de Cosmos Safari, ce sera septembre 2024. Et du coup, après, on va retravailler une autre scénographie et tout. Je sais pas s'il y aura de la vidéo. À la fois, je me dis maintenant que j'ai découvert ce truc-là, je peux plus m'en passer. Et à la fois, ça m'intéresserait de revenir, en tout cas d'explorer une scénographie plus organique, avec des décors plastiques, je sais pas, du tulle, des choses physiques, des objets des physiques, volumes, de travailler avec des volumes, ça m'intéresse vachement, quoi, de les bosser en lumière, d'avoir quelque chose de différent, quoi. Et en même temps, la vidéo, c'est tellement infini, quoi. Ça t'offre des possibilités qui sont infinies, quoi. Et sur le live, donc, ta partie à toi, audio, musique, comment tu t'es organisé finalement? Quel est un peu ton setup et comment tu as travaillé là-dessus? Alors, en setup, j'ai mon Minilog, le fameux. J'ai un Moog Sirine. J'ai une reverb Strymon, là, la petite des deux. Ça doit être la Blue Sky, il me semble. J'ai un contrôleur Akai qui me permet sur lequel je mappe tous mes effets, en fait. Donc fader de volume, reverb sur des trucs, coupe bas, coupe haut. Mon push 2, du coup, qui me sert de main controller, quoi. La surface de contrôle sur laquelle je fais tout et sur laquelle je joue aussi en mode note. Des séquences, carrément. D'improviser aussi un peu, d'accord, en mélodie. Ouais. Et à tout à gauche, j'ai mon nerdpad, qui est un peu petit, là. Faudrait que je m'achète les tomes additionnels, là, pour faire un truc un peu plus visuel et tout, mais donc ça ressemble à peu près à ça. Okay. Et du coup, comme je disais, vu qu'il y a de la vidéo, en fait, parfois ça va pas me faire jouer du tout pareil, notamment sur le push quand t'es en mode note et tout, en fait, de jouer tel truc ou tel truc, ce que j'expliquais tout à l'heure, du coup ça déclenche pas de la même manière les écrans. Ça va et ça, c'est assez kiffant, tu te dis, ouais, quand tu fais ça, il y a tout ça qui se déclenche, ça c'est trop cool. Et ça, c'est le point hyper positif, quoi, c'est que tu as l'impression de contrôler vraiment son et image. Et à la fois, le point négatif, c'est que du coup, quand tu travailles en vidéo, ça te restreint un peu dans ta manière dans ton workflow, parce qu'en fait, ça dépend des endroits. Et du coup, on a fait exprès de réfléchir de manière différente dans le routing d'un morceau à l'autre pour garder une liberté. Mais du coup, sur certains morceaux, en fait, si je lance une séquence, je vais pas pouvoir passer à la séquence d'après si le visuel a pas terminé de jouer, quoi. Donc des fois, je dois m'adapter à la vidéo. Ah oui. Donc ça, parfois, c'est un peu contraignant, mais du coup, c'est rattrapé par les moments où moi, j'influence et j'agis sur l'aspect vidéo, et ça, c'est trop cool, quoi. Donc, gros kiff, ouais. Mais c'est assez différent, ouais, comme manière de bosser, quoi. Comme si comme si en fait tu bossais en groupe et que tu dois t'adapter aux autres, et t'as des moments plus où tu dois suivre et des moments où tu leads. Donc c'était assez nouveau, quoi. Donc
Et même en résidence, quand on travaillait et tout ça, les gars me disaient, bah non, en fait, ça, tu pourras pas le faire. J'étais en mode, ah bon? Bah non, parce que du coup, sinon, ça va cutter l'écran, ça va cutter l'image ou des trucs comme ça. Ça crée des nouvelles contraintes. Ouais, complètement. Donc, c'était assez nouveau comme manière de faire. Et sur le routing, donc tu as 3 instruments physiques, hardware, quoi. Ouais. Tu les rentres dans une carte son, tu les récupères dans live ou est-ce non, ils vont en direct dans la console, console. Pour mon ingé son, ouais. Okay. Et lui, après, il passe tout dans un compresseur Elysia. Lui, on l'a depuis pas longtemps et ouais, ça rend le son encore plus costaud. Ouais, carrément. Et puis ça donne bien de... Patate. Bien du power, quoi. Okay. Ouais. Et toi, du coup, tu interviens particulièrement sur quoi? Du coup, tu vas improviser à quelle hauteur tu improvises? Ça dépend. Franchement... Tu disais que la structure... était encore assez définie, que tu n'aimais pas en tout cas la changer. Ouais, les structures restent assez similaires aux structures studio. Là, j'essaye un peu de casser le truc justement pour que, déjà moi, pour me faire du bien, pour donner une nouvelle approche. Mais ça dépend, il y a des morceaux où ça va être plus de l'effet, des trucs de loop. Il y a des morceaux où vraiment j'ai envie un peu de le laisser tel quel et par exemple, je sais pas, la ligne de basse, la bassline, j'ai envie de pouvoir la jouer. Donc en fait, tout joue à peu près de manière autonome et moi je vais me mettre sur le mini-log et je vais jouer tel truc et tel truc. En fait, c'est presque chorégraphié sur certains morceaux où genre sur l'intro, je vais être au mini-log, je vais faire ceci. Après, je passe sur le nord part, je vais faire cela. Ça, c'est aussi pour des questions scéniques, un peu de... Tu vas attirer l'attention sur un son. Il y a des trucs un peu comme ça, et il y a des morceaux où, par contre, ça s'y prête moins et que ça m'intéresse moins de le faire. Où là, je vais plus être uniquement sur le push, basculer en mode note, basculer en mode écran de session, où je passe d'une séquence à l'autre, où je déclenche le truc un peu comme je veux. Donc, franchement, ça dépend. Tu utilises des boucles en live? Est-ce que tu veux faire au pad, par exemple? Tu te loupes? Non, ça je le loupe pas. Tu le fais en direct? Quand je le joue, je pourrais le faire en mode loop. C'est très ponctuel, quoi. Tu vas rajouter des percus. Ouais. Je crois que je l'ai jamais trop fait, même en mode loop, enfin le mode note. Non, je le joue comme ça, de manière libre. Je sais que de tel minutage à tel minutage, j'ai tant de temps pour m'exprimer, donc je vais le faire. Mais après, ça reste assez carré, quoi. Une fois que j'ai routé tout le truc et tout, et même, comme je disais, comme il y a la vidéo et que c'est assez millimétré en fait, quoi. Donc j'ai à peu près toujours les mêmes plages de minutage entre ceci et cela, quoi. Ça dépend, en fait, ça dépend. Mais... Ça marche. Ton objectif là, c'est de continuer le projet, de le pousser le plus loin possible. C'est quoi pour toi l'idéal pour Roman Santarelli d'ici 3, 4, 5 ans? Oula, d'ici 3, 4, 5 ans, je sais pas. Je sais pas, là, en tout cas, je me pose de pour l'année prochaine questions. Alors. Pour l'année prochaine, il va falloir écrire le 2e album. Hein. Donc là, pour l'instant, j'ai essayé de me dire, allez, on part sur un EP pour le printemps. Ça me permet de pas trop me stresser, de me dire, ok, là, on repart sur un projet plus court. Mais en tout cas, dès maintenant, en fait, je dois, entre guillemets, commencer d'écrire la suite. Et j'aimerais bien que le 2e album sorte... je sais pas, mi-2025, un truc comme ça. Donc voilà, c'est maintenant qu'il va falloir commencer de faire le rétro-planning. Et même, en fait, si maintenant c'est la créa, ça veut dire que dans 6 mois, donc à moins 6 mois de la sortie, il faudra re-rentrer en période de résidence, scénographie et tout ça. Donc faut que je passe la 5e, en fait, dès maintenant, quoi. Donc, Ça, c'est cette vision rétro-planning, c'est quelque chose dont tu as conscience, que tu essayes d'avoir ou... J'en ai trop conscience même. C'est le problème, c'est que ça, au bout d'un moment, ça devient un peu stressant et en fait à force de trop organiser et d'être trop stratégique, du coup tu perds, je trouve que des fois tu perds en spontanéité et c'est ou même de trop intellectualiser tout au bout d'un moment c'est pas compatible avec le fait de s'exprimer de manière spontanée et tout. C'est un peu les problématiques que je rencontre en ce moment aussi. Mais ouais, du coup, 2e album et un EP là, qui va sortir au printemps. Je pense que l'EP de printemps, là, il va un peu donner la couleur de la suite quand même, hein, je pense. Je sais pas, on verra. Il n'est pas prêt encore. En tout cas, Cosmo Safari continue de tourner. Là, encore une tournée d'été. Jusqu'à la rentrée 2024. Carrément. Exactement. Et à plus long terme, tu disais que tu te posais des nouvelles questions. En fait,
Ça m'est venu il y a quelques mois, mais je me suis rendu compte que j'ai bien envie, pas forcément professionnellement, mais en tout cas à titre personnel, j'ai envie d'explorer d'autres formes d'art aussi, pour me nourrir aussi après dans ma musique, tu vois. Mais je sais pas, le dessin, enfin des fois là, en ce moment je fais des petites, je sais pas dessiner, hein, mais je fais des petites BD avec des petites blagues pour m'amuser, me mettre à la photo, faire des trucs plastiques aussi pour revenir à quelque chose de manuel, parce que quand t'es en permanence sur les ordis et tout, et la musique, il y a quand même quelque chose d'assez abstrait au final. En ce moment, ça me manque d'être dans le manuel, de faire un truc de mes 10 doigts, quoi. Donc, et tu vas sûrement ramener la guitare de chez tes parents à à la fin de la semaine prochaine. Il y a moyen. Non, mais en tout cas, justement, pas dans la musique, de faire, d'explorer d'autres formes pour à la fois retrouver un peu ce côté hobby qu'il y avait avant, sans pression. Parce qu'au final, la musique, c'est devenu mon métier, donc ça comporte aussi de l'exigence et de l'exigence de résultats et de la pression et tout ça. Donc, je crois que j'ai besoin en ce moment de me tourner vers d'autres formes d'art pour à la fois nourrir mon art numéro 1, quoi, qui est la musique. Et cette année, sinon, là, je commence de réécrire vachement d'idées, de scénarios pour des clips, pour des trucs. Donc, en fait, là, il y a 5 scénars qui attendent d'être réalisés et tout. Je réaliserai pas tout seul, je co-réaliserai, mais en tout cas, je les ai écrits. Il n'y a pas forcément les morceaux encore, mais en tout cas, il y a des débuts de morceaux. Mais ça, c'est un truc qui me fait kiffer aussi et que j'avais pu faire par le passé. C'est comme des petits courts-métrages. Ouais, c'est ça, en mode clip, hein, plutôt clip. Mais du coup, sans parole. Sans dialogue. C'est marrant que tu me poses la question, parce qu'il y a notamment une idée où ça m'est venu la semaine dernière, où l'idée est assez définie et carrée et tout, et je me suis dit, mais en fait, avant de lancer le clip, il pourrait y avoir 1 ou 2 minutes d'une voix off ou vraiment écrite complètement en décalage avec le clip, et du coup ce serait une forme plus de court-métrage, et au milieu du clip ça cutterait la musique et ça revient à du dialogue et des trucs, et ça m'intéresse vachement d'explorer ces formes-là, parce que ça reste créatif, ça reste artistique, mais juste tu changes un peu de médium. Et t'as une version spéciale pour du coup, vidéo, ce sera, et du coup complètement. tu dépasses encore le morceau. Pour que l'objet soit différent, que l'expérience soit différente, ça c'est des formes qui m'intéressent, ouais. Tu disais qu'il y avait pas mal de pression. Tu gères ton stress, comment tu le gères? Oula, moi je suis une J'ai lu que tu étais très stressée avant de monter sur scène. Ah oui, et puis pas qu'avant de monter sur scène, mais ouais, écoute, non, le track, ça va, je crois que je le gère assez bien. Enfin, je suis extrêmement stressée, il n'y a pas un concert que je fais sans être complètement stressée des pieds à la tête, mais en tout cas le track ça va, j'arrive avec le temps, c'est quelque chose que j'arrive à bien vivre, mais non, disons que c'est plus les à côté, gestion de projet, où ça parfois c'est des choses qui me génèrent pas mal d'anxiété. Alors c'est quoi ma recette? Je sais pas, c'est voir des gens et aller dans la nature, relativiser. Ouais, relativiser vachement. Et c'est pour ça, notamment, que je parlais de d'autres formes d'art aussi. C'est pour aussi s'exprimer à travers d'autres formes. Et je pense que quand tu fais ça, ça te fait forcément du bien à tous les niveaux. Et la nature, avant, quand j'étais à Clermont, je faisais vachement ça. Je faisais beaucoup de promenades seule ou accompagnée dans les puits, dans les volcans là, du Puy-de-Dôme. Et ça, c'était aussi une grosse source d'inspiration. Et je le fais moins maintenant parce que je suis sur Lyon. Mais en tout cas, c'est des choses à la base qui font du bien. Ça te ressente, ça te réancre. Et voilà quoi, tu te coupes aussi un peu de ce monde qui va trop vite, qui est très, très bruyant, et ça fait du bien quoi. C'est important, je pense, que ce soit dans la musique ou pas dans la musique, tout le monde devrait le faire peu, ça fait du bien quoi. C'est clair. Ce serait quoi pour toi la définition du succès ou de la réussite, en tout cas, si tout se passait très bien pour toi, où est-ce que tu aimerais arriver? Je pense que réussir, c'est d'avoir vraiment ta communauté de gens qui t'écoutent et qui vont te suivre, peu importe que tu te mettes à quelque chose de plus chanson, quelque chose de plus club, si tu changes 25 fois de style, ou en tout cas quand tu te réinventes, c'est de réussir à garder l'attention d'un certain nombre de personnes qui vont te suivre et qui vont être embarquées dans ton délire quoi. Et de continuer à en vivre, d'être épanoui là-dedans, de durer dans le temps aussi. Ça c'est un truc qui me fait peur, tu vois, à l'heure où on est vraiment dans la culture du zapping, où vraiment les gens zappent tout, quoi, que ce soit les films qu'ils regardent, que ce soit l'actualité, que ce soit la musique qu'ils écoutent.
Ça, c'est un truc qui me fait hyper peur, quoi, de dire, pour l'instant, j'intéresse une communauté de gens, mais qui peut-être vont pas me suivre ou qui se seront lassés de moi. Enfin, ça, c'est... Ouais, c'est très... Peut-être que c'est très personnel et très subjectif, mais j'ai l'impression quand même que la société est comme ça et qu'elle va très très vite. Donc je pense que réussir, ce serait de durer dans le temps, de gravir des échelons comme ça, de manière... à un rythme assez naturel et pas à toute vitesse. Enfin voilà, quoi, garder un rythme qui soit naturel, de m'amuser dans ce que je fais, d'intéresser encore les gens et voilà, de distiller des bonnes vibes et de rencontrer surtout ces gens. Je me rends compte que ça arrive pas souvent, en fait, depuis... J'allais te demander comment tu gères le rapport avec cette belle communauté que tu commences à... En fait, nous, on fait du merch depuis pas si longtemps que ça sur les dates. Et du coup, jusqu'à maintenant, en fait, je sortais de scène et je rencontrais pas forcément les gens, ou alors je les croisais plus tard dans le festival, mais plus en mode civil et au hasard, et on me reconnaissait ou pas. Et en fait, là, depuis seulement le mois de décembre, on emmène les vinyles et tout. C'est dommage, j'en ai pas emmené un dans ma valise là, mais on a les CD, les vinyles et tout. Et en fait, là, à Paris, en décembre, et à Lyon la veille d'ailleurs, enfin, il y a eu 2 dates en décembre où en fait, j'ai rencontré les gens en sortie de concert. Et en fait, c'était un truc de fou. Mais vraiment, c'était un truc de gueudin. Et ça a duré 1 heure, 1 heure et demie. Et les gens passent et tout, et me racontent leurs souvenirs qu'ils ont sur ma musique et tout. Ou quand la dernière fois qu'ils m'ont vu en concert, ou alors des gens qui ont découvert ce soir-là parce que leur meilleur pote les a emmenés. Et c'est fou. Et vraiment, en plus, à l'heure des réseaux sociaux où tout est vachement centré sur les likes, sur les trucs, que des choses impalpables, en fait, tu te dis, mais c'est un truc de fou, en fait. Et tu repenses à toi quand tu es en train de douter, en train de faire ta musique et tout, et de te dire, mais en fait, ces moments-là, quand je crée tout, ils ont du sens. Ça a du sens pour ces autres moments-là, un peu plus tard, où tu les rencontres et que les gens te disent merci pour ta musique, elle me fait vraiment du bien. Et ça, c'est un truc de fou. Enfin, je crois que c'est vraiment la plus belle sensation qui existe au monde, tu vois. Et pour moi, ce serait ça aussi, le réussir dans le temps. Parce que réussir en one shot, c'est quelque chose, quoi. Mais réussir dans ouais, tu vois ce que je veux dire, dans la continuité, c'est une autre paire de manches. Et pour moi, ça, ce serait une composante de cette réponse-là. Si tu pouvais là revenir en arrière et changer quelque chose, ou te donner un petit conseil sur quelque chose que tu aurais dû ou pu faire autrement, faire plus vite, faire avant, qu'est-ce que tu changerais ? Bosser en équipe, pourtant je le suis, je suis entourée et tout, que ce soit sur la partie gestion du projet, que ce soit sur la partie, tu vois, on parlait du live audiovisuel, il y a eu plein de monde qui ont gravité autour de ça et c'était trop cool. Mais vraiment dans le processus de créa sonore, j'ai toujours fait les choses seule et ça m'épuise grave en ce moment. T'en as marre. Donc je pense que ce qui aurait pu être différent, c'est d'avoir m'entourer d'un petit crew de gens comme ça. Qui puissent aider, qui puissent coécrire et tout ça, en fait je trouve ça hyper intéressant, quoi. Donc je pense que ça aurait pu être ça. T'as quand même tu as des relations avec quelques artistes, je pense à Odali. C'est assez récent aussi, en fait. Ce qui aurait pu être différent, c'est que malheureusement, quand tu commences et que t'habites à Dompierre-sur-Bèbre et ensuite t'habites à Clermont où c'est déjà plus grand, mais en fait à Clermont on était 2 meufs, en fait. Il y avait 2 meufs dont moi qui faisait du son. Et je pense notamment à Lisa qui est DJ et maintenant productrice. En fait, on est les 2 seuls et je pense qu'il y a eu un truc un peu inconscient de me dire en fait je suis une meuf, c'est pas trop mon espace, donc je vais un peu faire les choses dans mon coin, je vais un peu faire les choses dans ma grotte, je vais pas forcément aller rencontrer d'autres ou demander des tips et tout, et je vais faire le truc dans mon coin parce que j'osais pas trop, en fait. Parce que syndrome de l'imposteur lié... C'était difficile d'aller voir des mecs qui faisaient ça? Je pense, parce que je le faisais pas, donc ça a dû arriver peut-être 1 fois ou 2, et parce que c'était vraiment devenu mes meilleurs potes et tout avec le temps. Mais je suis assez je suis assez introvertie, en fait, tout court. En fait, je suis assez introvertie et du coup je pense que c'est assez lié quand même aussi le fait d'évoluer en tant que meuf dans ce milieu, de pas trop oser aller demander, soit par peur qu'on prenne ça pour je sais pas, pour de la drague, enfin c'est con, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est pas con. Ou par peur de me faire manspreader ou des trucs comme ça, mansplainer je veux dire, et du coup j'ai un peu fait les trucs dans mon coin et ça, ce serait quelque chose que j'aimerais changer, mais du coup c'est pas de mon ressort, quoi. Et du coup c'est seulement depuis que je suis arrivée à Lyon, donc il y a 1 an et demi, que en fait je fais
mes rencontres de mes homologues, en fait, de meufs productrices qui ont à peu près mon âge, qui sont des meufs qui ont à peu près le même parcours que moi et tout, et ça fait trop du bien. Et en fait, on se rend pas compte à quel point c'est hyper important, en fait, dans sa propre construction sociale, d'avoir ses pairs, en fait. Enfin, et du coup, s'il y avait quelque chose que j'aurais pu changer, je sais pas, si ça aurait été de partir plutôt dans une grande ville ou juste que la société soit différente, je pense que c'est plus ça, mais ça a eu un impact, en fait. En tout cas, de rencontrer plus rapidement, et en tout cas l'importance des rencontres pour te nourrir et t'apporter des réponses. Carrément. Et insuffler aussi de la créativité, de l'envie. C'est clair. Est-ce qu'il y a une ressource, un truc qui t'a aidé, je pense une ressource en ligne, un bouquin qui t'a suivi un peu ces dernières années, sur lequel tu vas piocher des trucs ou un truc ponctuel qui t'a marqué, une ressource à nous partager? Il n'y a rien qui me vient en tête. En ressources, ce qui me fait... Tu veux dire en technique et tout, en théorie et tout. Ouais, si. Après, j'ai toujours... Il y a eu des rencontres qui ont fait que et même de partager un studio avec d'autres musiciens, on en parlait tout à l'heure, ça c'est forcément fructueux et tout. Et tu vas échanger comme ça. Il y a une phrase qui va te retenir l'esprit de... le compresseur, il peut s'utiliser aussi comme ça, ou tiens, il y a tel plugin et tout. Et ça, c'est pas quelque chose de comment dire, je l'ai pas instauré une routine, c'est pas une démarche que j'ai faite, mais c'est des trucs qui vont arriver comme ça par surprise, et d'un coup ça va te débloquer pour tout un tas de trucs que tu vas faire différemment dans ta manière de mixer ou de composer. Et t'en as un en particulier à partager, un conseil de prod qu'on t'ait donné qui t'a bien chamboulé? Attends, je vais réfléchir. En fait, ça paraît évident dit comme ça maintenant, mais j'ai perdu des années à faire cette erreur qu'il fallait pas faire. Mais enfin, tu vois, par exemple, sur l'équilibre kick-bass, c'est soit l'un, soit l'autre en termes de plage de fréquence. C'est-à-dire que si tu pars sur des kicks qui vont être ronds, sourds, vraiment dans les bas, en fait, il faut que tu partes sur une bassline qui va être très tight, très médium et tout ça. Et moi, pendant des années, j'ai vraiment fait l'inverse, quoi. C'est que je mettais des trucs très sourds et des basses très sub, très profondes, et on comprenait rien. Et du coup, je blindais à contrario. Et du coup, pour rééquilibrer ça, je blindais dans les suraigus, dans les aigus, dans les nappes et tout. Et j'ai perdu un temps fou. Et ça fait pas si longtemps que ça que j'ai capté le truc, et parce que j'ai dû tomber sur une vidéo, en effet, d'un truc et tout ça. Et à l'inverse, si tu veux partir sur des basses plutôt sub, des nappes profondes de grave et tout ça, faut que ton kick soit à l'inverse très tight et tout, quoi. Ouais, ok. Tout ça, je sais pas, c'est un petit tips que sûrement pas mal de gens ont capté, mais moi j'ai mis des années à le comprendre. C'est marrant, c'est intégrer vraiment un truc technique et très physique dans le process de compo. Complètement. Ouais, carrément. Mais ça demande un peu d'expérience d'y penser. C'est clair. J'ai oublié de te poser une question. Missing Pieces, c'est une réédition de l'album? C'est la réédition de l'album. Qu'est-ce qui change? Du coup, il y a eu 5 nouveaux tracks, dont un qui est vraiment la live version de Weekend Develop qui était déjà sur l'album. Oui. Donc là, c'est Weekend Develop Live Edit. Et il y a des morceaux plus ambiantes, en fait, beaucoup plus libres, sans drums, notamment, je pense à Chords. Trop bien. Et en fait, c'est qu'en réécoutant Cosmo, je me suis rendu compte que les 12 morceaux de Cosmo, ils avaient un peu le même utilitaire. C'est-à-dire quelque chose de... toujours, il y a du kick, toujours c'est dansant, c'est à peu près dans les mêmes BPM et tout ça. Je me suis dit, en fait, il aurait manqué des pièces, quoi. Donc, pieces, il aurait manqué des trucs plus atmosphériques, plus ambiants, parce que je sais que je suis capable de ça aussi, et c'est pas forcément ce que j'ai exploré. Et du coup, je me suis dit, ok, réédition, on sort 5 trucs qui vont venir compléter ça. Okay, et après, il y avait aussi What Do You Look Like, qui est vraiment dans la couleur des autres, de Cosmo Safari, et que voilà, j'ai composé après, et qui marchait bien dans la même couleur. Donc, comment Gros tube, je dis. Merci. Et du coup, voilà, Missing Pieces. Yes. Et les deux ont une existence physique. Ah ouais, du coup, c'est sorti en double vinyle. C'est pour ça qu'on a mis super longtemps avant de presser le vinyle. C'est qu'à un moment, en fait, pour la sortie de Cosmo, on avait pris du retard.
Et ensuite, on s'est dit, en fait, s'il y a une réédition, est-ce que ça mériterait pas d'encore attendre un petit peu pour que ça sorte et qu'on puisse tout ressortir en mode double vinyle et tout, le jour de la sortie de Missing Pieces, donc 1 an après. C'était pour les 1 an de l'anniversaire. Enfin, c'était pour l'anniversaire des 1 an de l'album. Et du coup, voilà. Donc c'est dispo en double vinyle et tout, c'est très limité. Bien, mais je trouve ça très cool. C'est très limité. Ouais, édition très limitée. Il y en a plus beaucoup et tout. Mais et désolé, je vous en ai pas emmené, mais ça tenait pas dans la valise. On mettra l'image. La prochaine fois. On s'en contentera. Merci beaucoup, Romane. Merci à pour vous. tous et d'avoir partagé tout ça avec nous. Trop intéressant. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, évidemment. Merci beaucoup. On te retrouve sur les scènes avec donc le live audiovisuel jusqu'à septembre 2024, on a dit. Et pour de nouvelles choses, surprises pour la Carrément. suite. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Abonnez-vous. Vous pouvez aussi nous écrire en-phase.net. J'ai un doute. Net. Merci Romane, merci à tous. Ciao. Merci Paul. In Phase.